Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous, amis du Wargame, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer dans sa rubrique Faction Focus. Et une rubrique Faction Focus qui se fait une fois de plus en duo, en compagnie de Didier Deschamps Magnétique. Comment ça va, Dédé? Eh ben, ça va très bien. Maintenant que l'euro est terminé, je vais pouvoir me consacrer à autre chose. L'euro, ah vraiment, l'euro. Donc Dédé est un peu un pilier de comptoir du Discord de Rural Hammer, donc il avait tout à fait sa place au sein de cette rubrique pour nous parler de, c'est ta faction de cœur je pense. Exactement, les White Scars. Les White Scars, alors les White Scars, les forces opérationnelles rapides de l'empereur. On va commencer cette émission par ta découverte de cette faction. Pourquoi? Quand? Comment? On veut tout savoir. Très bien. Eh ben, c'est très rigolo, c'est que les White Scars, je les ai découverts fin V8 et ça m'a parlé tout de suite à cause d'un autre jeu qui m'a occupé pendant tout mon Dark Age, à cette période où on a un peu honte du hobby et on n'en fait plus. Donc voilà, et dans ce jeu qui s'appelle La Légende des 5 Anneaux, il y avait une faction qui était menée par un Chagatai, cette faction était réputée pour sa cavalerie rapide et prendre tout le monde de vitesse. Bref, ils ont eu exactement les mêmes influences, Games et puis l'éditeur de Légende des 5 Anneaux, et ça m'a donc fait une petite Madeleine de Proust. Ça m'a permis de redécouvrir cet amour d'un autre jeu à travers celui de Games Workshop. Donc ouais, c'est très décevant. Moi je pensais que tu étais un fanat de l'Empire, des steppes mongoles. Donc est-ce que c'est un peu du hasard finalement, ce coup de cœur, White Scars? Ça pourrait. En fait, c'est surtout réfléchir à la place que l'on prend dans un système, une société en fait. Ouais. Et dans les deux jeux, c'est la même histoire, c'est-à-dire comment des étrangers trouvent une place dans une société quelconque. Et je pense que c'est deux histoires assez similaires. Donc la question quand, c'était donc en fin de V8, c'est ça? C'est ça, la fin de V8, quand il y a eu à peu de choses près la nouvelle, déjà le Covid, et puis la nouvelle figurine de Corsaro, je me souviens que c'est une des premières. Donc ça date de là, ok, ouais. Ça date de là. Donc ouais, c'était la primarisation de Corsaro Khan. Donc Corsaro, c'est le grand maître de chapitre du coup. Pas du tout, c'est juste un chef de confrérie. Les confréries, ce sont pas les chapitres, mais c'est un capitaine en fait des White Scars. Capitaine de compagnie, ouais. Okay. Voilà, c'est compagnie le mot que je cherchais. C'est la troisième compagnie, c'est le maître de la chasse. Ouais. Très bien, ouais, c'est un peu un petit jumeau de Kevin Shrike à ce titre, capitaine de 3ème compagnie également. Du coup, on va partir sur le lore, je crois que c'est le gros morceau de cette émission. Avec les White Scars, il va pas y avoir grand chose d'autre, on va pas parler beaucoup de figurines, donc on va parler plutôt de lore. Oui. Donc le lore, qu'est-ce qui, finalement, les aspirations des White Scars, l'affiliation historique est évidente, on parle de l'Empire des steppes, de l'Empire mongol, qui a été la terreur de l'Europe des centenaires durant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette affiliation historique? Où est-ce que Game Workshop a voulu en venir? Alerte aux gogols, comme on dit. Les Mongols arrivent. Finalement, l'image qu'on a d'une invasion mongole, etc., c'était la terreur pure, quoi. C'était la terre brûlée, etc. On se rend compte que les White Scars, finalement, incarnent plutôt quelque chose d'assez gentil. Est-ce qu'il n'y a pas une petite ambivalence dans tout ça? Est-ce que leur sauvagerie, finalement, n'a pas été un peu mise de côté? Oui, forcément. Mais je vais y venir, mais tu vas voir que les White Scars, c'est vraiment un regard historique aussi sur ce que les Mongols sont devenus, plutôt que ce qu'ils étaient vraiment à leur prime. Et de toute façon, on peut peut-être commencer par ce qui fait le sel des White Scars, c'est Jagatai. Jagatai est déjà nommé à partir du nom d'un personnage historique, le fils de Gengis Khan, qui s'appelait Jagatai. Ça, c'est assez rare qu'on ait vraiment le même nom qu'un véritable personnage de l'histoire. C'est assez inédit, à mon sens. Complètement. Et
en faisant quelques petites recherches pour écrire ce lore, Gengis Khan lui-même est dans le lore de Games Workshop. Il y a un démon majeur, un des premiers démons, qui date de Gengis Khan. Vraiment, d'accord. Il faudrait que je retrouve le nom. Il a un nom impossible, mais il y a un Gengis Khan dans le lore. Ah bah d'accord. C'est canon. Il devait pas être très sympa, j'imagine. Ah, c'est Korn, Oui, bah Korn, ouais. un buveur de sang. Donc, pour tisser sur le lore, est-ce que tu veux qu'on parle en premier, par exemple, du monde d'origine? Ça va beaucoup écrire la suite. Ouais, je pense que voilà, c'est Ouais, complètement. le meilleur point de départ. Donc, la planète. La planète a deux noms. Le nom impérial en haut gothique, c'est Mundus Planus. D'accord. Et les habitants l'appellent Shogoris. Shogoris, ouais. Voilà, c'est la planète où a atterri Jagatai quand les bébés primarques ont été envoyés à travers le monde. D'accord. Bon, il a une histoire assez classique, c'est-à-dire il a un père d'adoption qui a su tout de suite que son fils adoptif était différent, était lié à un grand avenir, etc., avait le regard qui brûlait d'un feu divin. Voilà, donc il l'a recueilli dans sa tribu, c'est très important le nom de la tribu, c'est très rigolo aussi, j'y viendrai après, ce sont les Talskars. Les Talskars, d'accord. Exactement. Donc les Talskars sont des tribus, il faut imaginer la Mongolie, des steppes, steppes arides, à perte de vue, c'est ça, chaînes montagneuses, dans le lointain, toujours des montagnes enneigées, et puis énormément de tribus différentes, toutes en guerre les unes contre les autres. Donc alors dans le plus pur tribalisme, où exactement. Un des premiers trucs qu'on t'apprend quand tu nais, c'est de mettre sur la gueule au clan derrière la rivière. Exactement. On est sur un monde vraiment archaïque. C'est-à-dire que les avancées technologiques les plus poussées, c'est la poudre à canon. Donc on n'est pas prêt d'avoir un vaisseau volant. Ni un micro-ondes. Exactement. Voilà. Ensuite, la jeunesse de Jagatai est ponctuée de guerres entre tribus. Voilà. Son père, encore un grand classique de la Black Library, il va perdre son père, tué par une tribu rivale, et là, Jagatai va se retrouver à jurer de venger la mort de son père. Ouais, puis à mon avis, il n'aura aucun mal à le faire. Hein. Exactement. Mais on parlait de tribus, il n'y a pas que des tribus. Sur Shogoris, il y a aussi, et ça serait dommage de passer à côté sur Ruralameur, on a des villes, et c'est aussi une opposition entre les villes et la campagne. Mon Dieu, je ne voyais pas cette émission prendre un tournant comme celui-là. T'inquiète pas, ça finit bien, les villes seront rasées. Ah, voilà. Donc, on a le Palatinat. C'est un nom qu'on retrouve assez souvent d'ailleurs, parce que le Palatin, secteur Palatin, Donc il y a le Palatin, c'est le nom du dirigeant de l'aristocratie qui vit dans les villes. D'accord. Donc des armées, on est toujours dans un monde archaïque, ils ont des arquebusiers à tout casser au niveau des plus avancés, mais ce sont des armées très bien organisées, très lourdement armées, et qui, de temps en temps, vont chasser des tribus. D'accord. Voilà. Ils leur taxent leur fourrure. Pour le sport. Pour le sport, très bien. Voilà. Raison suffisante, j'approuve. Exactement. Et donc, maintenant que l'on sait ça, la campagne est à feu et à sang, puisque Jagatai va aller tataner les tribus rivales. Il va retrouver la tribu qui a tué son père. Va massacrer tout le monde. Très bien. Et ensuite, pour ne plus que des choses comme ça arrivent, va décider d'unifier toutes les tribus. Oui, avec lui à leur tête, j'imagine bien. Bien évidemment. C'est un primarque. Le mec, il a pas d'effort à faire. Quoi. Salut, je tue tout. Voilà. Et puis tout le monde m'aime. tout le monde m'aime en plus, ça c'est pratique. Quelques-uns. Non, il y en a, c'est pas passé ça. Voilà, donc il va réussir, il va se lancer dans une longue campagne militaire et laisser toujours le choix aux tribus de soit le rejoindre, soit de mourir. Très bien, c'est très fair-play de sa part. C'est ça. La plupart le rejoignent. Et il y a quelque chose de très intéressant que fait Jagatai, c'est que ce ne sont pas un groupe de différentes tribus, il fait un amalgame des tribus. C'est-à-dire que toutes les tribus vont être mêlées les unes aux autres.
Ok, pour bénéficier d'un échange culturel et de faire du métissage culturel. d'accord. Ok. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il fera tout au long de sa longue carrière de Primark. Quelques années plus tard, une fois qu'il a presque tout unifié, il se retrouve une dizaine d'années après, je crois il compte ça en été, Chogoris, il n'y a pas encore le calendrier, donc 10 étés plus tard, il se retrouve coincé dans une passe montagneuse, une avalanche qui lui tombe dessus, et oui, c'est le seul survivant. Ah oui, d'accord, oui, ça. Et c'est à ce moment-là, après l'hiver, bon, il peut passer tout l'hiver, c'est un Primark. C'est Ouais, logique. il n'a pas froid. Exactement. Un peu les tétons qui pointent, mais pas plus. Et il redescend, une fois qu'il n'y a plus de neige, il redescend dans les plaines et tombe sur un cadre de chasse. Enfin, un cadre de chasse, c'est plus pour les croûtes, mais un groupe de chasse Des du aristos, là. Palatinat, qui essaye de le capturer. Ouais. Bon chance. Exactement. Donc, il n'y a eu qu'un seul survivant chez le Palatinat, qui est retourné auprès du Palatin, complètement mutilé, avec juste la tête de quelqu'un sous le bras. Ok. Et c'était le fils du Palatin. Ouh, ah ouais, dur. Voilà. Putain, Jagatai, qu'est-ce que t'as fait encore, là? Et donc, devait arriver ce qui arrive. On a tout le Palatinat qui se met à lever la plus grosse armée possible et partir à la recherche de Jagatai et des tribus pour essayer de se débarrasser de tous ces ruraux. Donc la chasse est ouverte, ouais, la chasse au rural. Ah putain, ça craint ça. Donc on a la ville contre la campagne. Ouais. C'est littéralement ça. Bon, après là on retrouve quelque chose d'assez classique. On avait ça dans les guerres franco-anglaises. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des armées lourdes face à des armées à distance et mobiles. Mobile, tir à distance. Voilà. Le Palatinat a une armée gigantesque mais n'arrive pas à attraper le moindre guerrier tribal. Donc la technique militaire de harcèlement et d'agression rapide était déjà en place, quoi. C'est ça. Et ils utilisaient quoi, des chevaux peut-être? C'était des chevaux. Ouais, ils utilisaient des chevaux à l'époque. Donc, Alors je sais pas comment ils appelaient ça, mais... des percherons ou de cheval de traite normand. Jagatai sur un cheval, je veux bien voir ça. Ah ouais, faut un stremon là, ouais, faut un stremon. Je pense qu'il le tenait. Bourriquet, les jambes du cheval ne devaient pas toucher par terre. Bourriquet, ça va pas le faire. Voilà. Et donc le Jagatai a réussi à vaincre à repousser les armées du Palatin. Et donc le Palatinat s'est réfugié dans les villes et Jagatai est parti affronter les villes. Donc situation de siège. Exactement. En fait, il s'est rendu devant chacune des villes et leur a proposé toujours la même chose. Rendez-vous ou vous serez rasés. Ou mourrez, pas très bien. La plupart incorporés, toujours dans cette optique de métissage. Donc on va être mêlés aux armées des Talskar. Ouais. Et certaines sont entièrement rasées. D'accord. Mais vraiment, c'est un terre brûlée, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Et on en arrive au boss de fin, la ville du Palatin. Donc Jagatai y va. Et là, les demandes sont un petit peu différentes. Il demande aux représentants de la ville de lui apporter la tête du Palatin sur une pique. Ah. Et ils l'ont fait. Ah bah voilà. Sans avoir à se battre. Dans la coopération, dans la bonne humeur. Une belle histoire qui finit bien. Tout le monde est d'accord. C'est beau. Voilà. Donc la tête du Palatin sur une pique. Et puis la fin de la guerre, puisqu'il n'y a plus grand-chose d'autre à faire. Très bien. Bon, donc Jagatai est à la tête de sa propre planète désormais. Exactement. Et c'est un drame pour lui. Comment ça? C'est un conquérant. Lui, il aime bien être en mouvement, il aime bien il n'a plus rien à faire. Et d'un seul coup, il se retrouve à avoir à gérer un empire. Et ça, il n'était pas vraiment, il l'avait pas forcément anticipé. Et c'est pas quelque chose. C'est-à-dire que ouvrir l'hôtel des impôts et tout, c'est pas son truc, quoi. Donc, il va laisser un petit peu le monde se débrouiller. Il va pas le faire et il va repartir dans sa campagne. Faire la chasse avec des faucons. Exactement. Du coup, j'imagine que c'est là que l'empereur arrive, vu qu'il commence à se faire chier. L'empereur arrivera un tout petit peu après. Ouais. Mais effectivement, juste 6 mois après. Je voudrais juste en profiter avant de parler de l'arrivée de l'empereur. Je vous en prie, c'est vous le chef aujourd'hui. Là, on va en arriver à une référence historique. C'est quelque chose qui a été beaucoup reproché par le peuple mongol à son mode de vie. Ouais. C'est qu'après avoir conquis la Chine,
ils se sont installés. Et ils ont perdu leur je ne sais quoi, comme on dit. Ouais, leur ADN. C'est ça. Et c'est là qu'ils sont devenus en fait les cibles les prochaines cibles d'autres conquérants en fin de compte. Peut-être la sédentarisation a entraîné Exactement. leur propre décadence, peut-être. Complètement. Ils étaient faits pour bouger, ces hommes-là. C'est ça, et c'est quelque chose que Jagatai va toujours avoir. Il a du mal à rester à un même endroit longtemps, et c'est une référence historique justement aux guerriers mongols. Très bien, bah ouais, ils ont vraiment ça. Ouais, bah là, j'avoue, la similarité est assez totale hein, à ce niveau-là. Et ça fait bien plaisir de retrouver ça. Quand j'étais ado, j'ai pas mal lu de trucs sur le. J'ai un excellent bouquin qui s'appelait L'Empire des steppes de René Grousset, qui retrace un peu toute l'Odyssée, voilà, durant presque un millénaire, hein. Toute l'Odyssée mongole. Je ne peux que conseiller, bah, du moins si vous aimez les ouvrages un peu académiques, hein, parce que c'est lourd, ça fait 1200 pages le truc. Ah, il y a de quoi Mais faire. c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver dans Warhammer 40 000 ce segment de l'histoire assez méconnu, hein, alors qu'en fait, ils ont longtemps été la plus grande menace pesant sur l'Europe, hein, c'était un truc de fou, quoi. Ça fait plaisir de voir ça dans nos petits mondes parallèles, en tout cas. Voilà, et comme je disais, c'est peu de temps après que l'empereur va arriver sur Chogoris, Papa arrive, ouais. exactement accompagné d'Horus. Ce sont les deux qui découvrent Jagatai. Et Jagatai, du coup, dans la hiérarchie des primarques retrouvés, il est où à peu près C'est un des premiers, non? C'est une bonne question, et je n'ai pas cette réponse-là. Ouais, moi non plus, je sèche. Non, ça doit pas être un des derniers, ça doit pas Non, être non, un des il premiers. est pas dans les derniers, c'est sûr. Bon, Il doit il être doit- plutôt, il doit être plutôt milieu. Comme quelque gars. part au milieu, ouais, quelque part au milieu. Voilà, donc il y a aussi quelque chose d'intéressant et qui sera noté par la suite, c'est que il n'a pas été trouvé par la 5e Légion, qui deviendra par la suite les White Scars. Et donc il est trouvé par Horus, et ça va créer aussi un lien entre Horus et Jagatai. Ouais. Et il va y avoir aussi quelque chose de fort entre Jagatai et l'empereur, même si Jagatai n'accorde pas 100% de crédit à la vérité impériale. Ouais, ça, ouais, c'est vraiment un rebelle, quelque Ouais, part. dès le début, Pas quoi, un ouais. méchant, mais un rebelle. Il va quand même reconnaître dans l'empereur le fait qu'il est un conquérant, lui aussi. Ouais, Et donc ils ont un petit peu les mêmes... respect oblige, quoi. un peu les mêmes buts quand tu prends l'empereur, quand il fait sa croisade pour récupérer tous les mondes impériaux qui... Bah oui, il fait à plus Sont- grande échelle ce que lui a fait dans ses Exactement. steppes arides, hein, quelque part. Ouais. Exactement. Très bien, bah, d'office, ils s'entendent bien, quoi, ça va. Plus ou moins. Voilà, il y a quand même des réserves de la part de Jagatai. Jagatai, je parlais du fait qu'il n'avait peur de rester trop longtemps au même endroit et de devenir quelque part un tyran. Je crois que c'est la grande peur de Jagatai, c'est d'être un tyran. D'accord, de verser dans le... Ok, de verser dans le côté tyrannique de la chose. Je pense que c'est comme ça qu'il voit quelqu'un d'installé dans un empire et qui ne bouge Ok, plus. ouais, ah oui, ok, ouais. Ouais, c'est ça, bah, la sédentarisation amène à l'abus de pouvoir. Pourquoi pas? J'avoue, il fait preuve de bon sens quand même, l'animal, hein. Ok, bah donc, il trouve sa légion dans la foulée. Il va être sympa avec eux ou... Eh ben justement, je vais te parler de la Légion. Ouais, De la 5e Légion, c'était les Star Hunters. Star avant d'être- Hunters, ok. Et c'est une des premières légions. Ils ont combattu aux côtés des guerriers tonnerres, hein, dans la Ah guerre ouais. d'unification de Terra. D'accord, ah ouais, donc ils étaient vraiment dès le début, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'à durant les guerres d'unification, il y en avait encore assez peu, hein. C'était vraiment naissant. Et donc, s'ils étaient là, ils ont également participé à la purge des guerriers tonnerres. C'est pas dit. Je sais que globalement, c'est les custos qui ont fait le boulot. Voilà, les guerriers tonnerres, ok, vous êtes périmés, voilà, vous êtes pas bons, on vous remplace. Vous êtes instable, je Ouais, crois. oui, c'est ça, ouais, ils étaient instables génétiquement, il y avait des problèmes comportementaux, et blablabla. Il fallait en créer des nouveaux, comme les Pokémon, quoi. Ça, c'est cyclique, les Space Marines. Ouais, c'était encore. Tous les 10 000 ans, on volonté, change. Pour tout racheter. Ouais, c'est ça, fallait racheter des figues aussi, ouais, évidemment, ouais. Donc voilà, les Star Hunters, c'était une des premières légions, donc déjà dès la guerre d'unification de Terra. Et une fois que Terra a été unifiée, ils sont devenus l'avant-garde de la croisade. Ils sont parmi les premiers à quitter Sol. D'accord. Et leur but, c'était de partir faire de la cartographie.
de Ok. découvrir l'univers. Donc cette légion a été splittée en énormément de groupes différents. Et ils sont partis couper de l'Imperium. Là, on est presque dans du Star Trek, tu sais. Ouais. Ils partent loin, ils explorent, ils rencontrent D'accord, donc vraiment les autochtones. des éclaireurs, quoi. Exactement. Et ils Ouais. testent. Ils arrivent sur un monde, ils débarquent, tabassent, repartent et envoient les données qu'ils ont collectées au reste de la croisade. D'accord, très bien. Donc ils Voilà. cartographient, ouais, ils préparent le terrain pour les vaisseaux de l'empereur. Ok. Exactement. Ils ont quand même fait quelques découvertes intéressantes, comme la planète Ctonia. Ouh, ah bah oui, hein, c'est pas... Donc c'est eux qui ont découvert Horus. Horus, ouais. Et ça a créé un fort lien, puisque Horus était le premier primarque découvert. Ça a créé un fort lien entre la 5e Légion et Horus. D'accord. Bon, ça sera pas ad vitam aeternam, hein, mais... On y viendra, on y viendra. Ok. Donc, comme je le dis, ils sont partis très loin, très vite, et elle est, comme beaucoup de légions, au bord de l'extinction, parce qu'elle est loin des ravitaillements. Ouais. Ils souffrent quand même de pertes, et l'attrition faisant ce qu'elle est, elle se retrouve très vite répartie un peu partout dans la Voie lactée. Donc disséminer, diminuer... C'est ça, Voilà. et sans ravitaillement. Ouais, il tant que papa revienne, quoi. Exactement. Et quand Jagatai est retrouvé, il lui faudra une dizaine d'années à Jagatai avant de finir à la tête de cette légion. Ah ouais, donc ça s'est pas fait en mode la petite cérémonie, c'est parti. Non, parce que Jagatai, c'est un rural. Ouais. Il a fallu il vient d'un monde où on avait que la poudre à canon. Ouais. Au niveau Ah, il a fallu technologique. qu'il apprenne à se servir d'un smartphone, etc. Exactement. Ouais, Il c'est a chaud, mis quoi. 10 ans à apprendre Ah ouais. la vie moderne. Windows 98 et C'est tout. ça. Ouais, ça demande une certaine formation, un certain degré de formation, je ne puis que comprendre, ouais. On a tous plus ou moins de difficultés à apprendre à faire nos lacets, et lui, il a mis plus de temps que les autres. C'est tout. Ouais, j'avoue. Voilà, donc 10 ans après, Jagatai retrouve la tête de sa légion, et Ouais. la première chose qu'il va faire, c'est de rapatrier tout le monde sur Shogoris. D'accord, tout le monde vient, d'accord. Exactement. Très bien. Et il y a certains guerriers des guerres sur Shogoris, quand il a combattu le Palatinat, qui sont devenus des proches, des conseillers, des amis de Jagatai. Et ce sont des persos qui existent d'ailleurs en figurine dans la gamme Horus Heresy, ouais. Chincha, justement. Ouais. Il va y avoir des Storm Seers, on y viendra aussi. Ce sont les devins d'orage en français, ce sont les magiciens des White Scars. Ouais, qui ont des psychers très particuliers. Exactement. On y reviendra, j'imagine. Oui, on y reviendra sur tout ce que l'on a perdu en V10. Ah, ça y est, encore le sel commence. Ah bah oui, on fait du hobby, on est salé. Voilà, donc certains de ces conseillers vont devenir justement des Astartes. Ils vont subir la batterie de tests et d'endoctrinement, etc. Les chirurgies esthétiques, etc. Aussi, c'est ça. Les implants, les troisièmes poumons, etc. Et donc, quand la 5e Légion va être rapatriée sur Shogoris, elle va être mêlée aux guerriers des tribus. À la faune locale, ouais. Exactement. Et de la même façon, il va y avoir un grand rituel, il va y avoir une grande cérémonie dans Quanzhou, la forteresse monastère des White Scars, qui se trouve donc sur une montagne sur une montagne de Shogoris. Ils vont faire un grand rituel dans lequel ils vont prêter allégeance au Khan, porter un nom issu de Shogoris. Ouais. Alors moi je dis Shogorien, je sais pas si c'est le bon gentilé. Ouais, je pense. Et ils vont se faire une cicatrice rituelle, comme le font les tribus des White Scars. Ouais, donc vraiment le rituel un peu chamanique, j'imagine. Il y a un petit peu de ça. Il faut savoir que justement les Storm Seers, donc les devins d'orage, sont les conseillers et les sages de la société shogorienne. D'accord, très bien. Même au sein des White Scars du 41e millénaire, ils sont à la tête, ils sont les conseillers, ils prennent les décisions, ils aident les grands Khans et Khans à prendre des décisions. Donc il y a une organisation chapitrale un peu différente d'ailleurs, j'imagine. Est-ce qu'il y a des trucs qui n'existent pas chez White Scars? Chapelain, bah non, apothicaire, tout ça, on les retrouve. Il y a tout. Il y avait une discipline magique, les devins d'orage.
Oui. n'existe plus dans la dernière édition du jeu. Ouais, mais je t'avoue, je suis même pas sûr de l'avoir connu, cette règle. Bah, on en parlera. Peut-être, ouais, mais c'est vrai, ça doit dater d'avant. voilà. Ouais. Ce sont le balai de vin d'orage, comme leur nom l'indique. Ouais. Ils maîtrisent le vent, l'orage. Le vent, la tempête. C'est ça, faire tomber la foudre. Ouais. C'est très rigolo. Ok, donc bah voilà, le Khan est à la tête de sa légion, il fait partie de la Grande Croisade, j'imagine. Exactement. Est-ce qu'il va garder cet esprit un peu disséminé, force d'intervention Pas rapide? forcément. C'est vraiment une grande famille. Ouais. White Scars, il y a vraiment des liens forts qui se créent entre les individus, Ouais. avec le métissage que met Mhm. en place Jagatai. On a des Shogoriens, on a ceux qui viennent de la 5e Légion, qui Ouais. ne s'appellent pas encore les White Scars d'ailleurs. Enfin, il y a deux écoles. Il y en a une qui veut que la Légion se soit appelée les White Scars à partir de ce rituel, Ouais. à Quanzu, et une autre qui veut que ce soit un peu après, lors d'une bataille dans une croisade. D'accord. Ouais, parce que White Scars, finalement, ça sort d'où, ça, les cicatrices blanches? Il y a plusieurs écoles aussi. Oh là là, mais Mais j'ai touffu. J'ai ma préférée. Ok, bah. Pour beaucoup, ça viendrait de la cicatrice qu'ils se font. Ouais, Ils se lors font- de ce fameux rituel. C'est ça. Bon, c'est trop facile. Et il y en a une autre théorie qui est ma préférée, c'est que les White Scars, de tous les chapitres, Mhm. tous les chapitres ont un peu une influence culturelle différente. Ouais. Les White Scars, ce sont les seuls qui sont représentés dans les bouquins avec un accent. Ah oui, ouais, pourquoi pas. Ouais. Ils ne parlent pas bien, ils parlent pas bien la langue en fait. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Pour moi, c'est les seuls. Tu sais, on va pas avoir un. J'avoue, oui. On j'ai n'en a jamais pas un vu qui mention, parle avec un accent allemand ou avec un Ouais, accent italien ou autre. Alors que moi, franchement, tu me mets Gilliman qui fait des petits signes de la main, ça serait tellement mieux. Mais voilà, donc ce serait une mauvaise traduction. C'est ce que je disais ouais. tout à l'heure. J'avais dit qu'on y reviendrait. Ils viennent d'une tribu qui s'appelle les Talskars. Ouais. Et ce serait une mauvaise compréhension de leur nom en fait. Merde. Ça aurait été mis White Scars dans les archives impériales, alors que eux n'avaient juste dit qu'ils étaient les Talskars. Ouais, c'est peut-être, ouais, c'est tout à fait plausible. Hein. Bon, bah, on va laisser aux auditeurs idem choisir leur raison préférée quelque part. C'est ça, puis c'est tellement plus rigolo comme ça, et c'est tellement plus White Scars. J'avoue, oui. Ouais. Ce côté un peu rural avec l'accent de la campagne. Mon Dieu, Ouais, ça serait presque ça. Ça serait presque ça. c'est des ch'timis en fait, putain. Alors, il y a eu une petite saillie du Khan avec Fulgrim Ouais, qui justement montre qu'il n'était pas si ch'timi que ça. Si. ouais. Ah, tu veux dire en termes de. on Non, va dire- il y avait une blague un petit peu sur certaines pratiques qu'il y aurait chez les empereurs Children qui avaient bien énervé Fulgrim. Bon, je le mettrai dans les anecdotes à la fin si on en parle. Ah bah oui, Fulgrim, c'est plutôt le bourgeois des grandes villes, hein, comparé au Khan. Évidemment que les deux sont faits pour se taper dessus. Exactement. Ok, bon bah on avance dans le temps. On en C'est est où ça. là? Grande Croisade, donc on va arriver gentiment. L'Horus Heresy. Ouais, on va arriver gentiment au cauchemar. Donc là, on va renouer avec un aspect du lore que je connais mieux, parce que là, jusqu'à maintenant, je le découvre en même temps que tu me le dis, hein, quelque part. Oui, les White Scars, durant l'Horus Heresy, bah, qui ont eu beaucoup de théâtres d'opérations différents, Exactement. jusqu'au dernier, parce que les White Scars ont été parmi les légions défendant le monde trône, donc ils ont fait partie de la guerre de Terra de A à Z. Quels sont, toi, les hauts faits d'armes des White Scars durant l'Horus Heresy? Bah, l'Horus Heresy, il n'y a pas eu grand-chose au début. Il y a Ouais. eu le siège de Terra, mais Oui. au début, ils n'étaient pas sur Istvan. Ouais, ils étaient à l'autre bout de la galaxie, hein, les mecs. Ils hein. étaient pris dans un conflit contre des orques. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont été prévenus très très en retard par rapport aux autres. Parce que les orques étaient backés par l'Alpha Légion. Ah, encore eux, ouais. C'est ça, l'Alpha Légion avait bloqué la planète. Mhm. Bon, les White Scars ne le savaient pas. Il n'y avait pas de communication, les communications étaient bloquées. Ils étaient vraiment coupés. C'est une guerre qui a duré plusieurs années. Mhm. Le Khan a mis 4 ans à vaincre les orques, puisque l'Alpha Légion faisait en sorte que ce soit un conflit qui s'enlise. Ouais. Donc, tu vois, ils se déguisent en Space Marine. J'aime bien imaginer l'Alpha Légion déguisée en orque aussi, derrière les lignes ennemies, à essayer de rendre la vie compliquée pour les White Scars. Ah ouais, ils se sont fait un green face. Quelle horreur, quelle horreur. Voilà.
Et une fois que les communications ont repris, les White Scars ont su ce qui s'était passé. Ouais. Et il y avait plusieurs choix qui s'offraient à eux. Ils ont découvert sur le tard tous les problèmes qu'il y a pu y avoir. Prospero avait déjà été attaqué par les Space Wolves. Ouais. On est juste après, je crois. Ouais. Et il reçoit 2 appels à l'aide en même temps. Jagatai, à ce moment-là, il reçoit un appel à l'aide des Space Wolves, puisqu'après après le sac de Prospero, les Space Wolves se retrouvent en conflit avec la Death Guard et l'Alpha Légion. Ouais, j'ai souvenir d'une bataille spatiale face à l'Alpha Légion suite à ça. Ok. Voilà. Et il y a dans le même temps un appel de Dorn qui demande au Khan de venir. Ouais, rentre à la maison, quoi. Voilà, de venir sur Terra. Notre maison brûle. Exactement, pour venir et nous regardons ailleurs. Le Khan, parmi ses frères, il y en a un avec qui il a une très bonne relation, c'est Magnus. Les 2 légions ont été convoquées pour le conseil de Nicaea, notamment. Oui. Les Storm Seers. C'est vrai que Jagatai Khan était du côté psychique finalement dans ce procès-là. C'est vrai qu'on pourrait imaginer, voilà, la tribu reculée, machin, la magie, oh non, on veut pas ça. Ben non, tout le contraire, grâce à ces fameux prêtres des orages. C'est ça. Ouais. Les 2 vins d'orage. Les 2 vins d'orage, ouais. Donc Jagatai Khan était du côté de Magnus durant ce concile, ouais. Et il a été donc directement à Prospero. Ouais. Quand ils sont arrivés, voir de ses yeux ce qui s'était passé, quoi. Lui, il va pas tenir compte d'une parole qu'on lui rapporte. Il a besoin de voir par lui-même. Il est très pragmatique. Et pour moi, c'est un des plus pragmatiques des primarques. Donc il va aller sur Prospero, il va descendre à la surface de la planète, et là il va rencontrer 2 choses. La première, ce sont des Southern Sons fantomatiques. Oui. Ils vont essayer de les affronter, mais ça ne va rien donner. Enfin, il va se rendre compte qu'il y a un leurs armes sont inefficaces. Ouais. Donc ils remontent. Ça sert à rien de s'enliser dans un conflit contre quelqu'un qu'on ne peut pas blesser. Donc ils repartent. Et arrivés en haut, ils tombent sur la Death Guard. Ouais. Et Jagatai et Mortarion, c'est vraiment pas les meilleurs copains du monde. Non, oui. Et c'est là que commence justement une bataille entre la Death Guard et les White Scars. Ouais, qui durera jusqu'à la conclusion de l'hérésie, quelque part. Ouais. C'est ça, il y a eu 2 combats entre Mortarion et Jagatai, et les 2 fois, Jagatai lui a botté les fesses. Ouais, là, il repart quand même en mauvais état, mais... oui, il est juste tous les os brisés. Ouais, Mortarion, putain, il gagne pas, le mec, il n'y a rien à faire. Hein. Une fois en humain, une fois en démon, d'ailleurs. Ouais, que ce soit en humain ou primarque démon, il n'y a rien à faire. Je sais pas, il est pas doué, c'est tout. Il n'a pas la foi impériale, il peut pas tester. Donc les White Scars, du coup, à l'issue de ça, rentrent voir Rogal, quoi. C'est ça, mais il y a un choix qui a dû être fait. Ils sont remontés, il y a eu un conflit contre la Death Guard et l'Alpha Légion, mais il y a surtout un événement très très important. Quand le Khan remonte de Prospero, il y a eu une tentative de coup d'état à la tête des White Scars. Quoi ? Exactement. Oh non, un putsch. Exactement. Tu as les White Scars issus de Terra et ceux issus de Chogoris, même s'ils ont été mêlés, il y a toujours eu des dissensions et des oppositions culturelles. Comme je disais, la 5e Légion était plutôt proche d'Horus, avant que le Khan en prenne la tête. Et on se retrouve donc avec la moitié enfin peut-être pas la moitié, mais des grands Khans, donc des chefs de compagnie, qui tentent de reprendre le pouvoir pendant que le Khan est tout seul. Okay. Quand il apprend ça, il arrive, il empale le premier, il tue sur le coup le chef de la rébellion, et les autres se rendent. Okay. Ils seront détenus, et le Khan va, et c'est quelque chose que je trouve très important et très White Scars, le Khan va leur donner l'occasion de se racheter. D'accord. Donc ceux qui ont décidé de suivre Horus plutôt que le Khan, donc le Khan c'est le Khan des Khans. Le Khan des Khans, c'est ça. Et il va leur donner le pardon en les mettant dans une compagnie spéciale. Ce sont des Terminators qui doivent chercher la rédemption par le suicide. Ok. C'est très très intéressant, et tu verras justement ce que ça peut donner. Donc comment ça se passe ? Ils se font téléporter dans un volcan ? Je vais te donner un exemple juste après. En fait, ils sont Terminators et leur boulot c'est de prendre le gros de l'assaut adverse
pour Ouais. protéger les autres. Ok, Et s'ils survivent, ils pourront être réintégrés. d'accord. Et il y a notamment une bataille spatiale où Mortarion se téléporte dans un vaisseau Oui. White Scars. Ouais, j'ai souvenir de ça, ouais. Et ben c'est eux qui étaient sur place. Pour encaisser. Ok. Exactement. Donc Mortarion veut aller se débarrasser du Grand Khan, se téléporte dans un des vaisseaux où est censé se trouver le Grand Khan, sauf qu'à l'intérieur, il n'y a que les Ebon Keshig, Ouais. qui sont ces guerriers qui cherchent à se L'absolution, ouais. l'absolution, exactement. Et ben, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent d'empêcher Mortarion de repartir pendant que le vaisseau est programmé pour faire une surcharge et exploser. D'accord, ok. Et Mortarion, c'est un personnage nommé, donc il arrive. Il peut pas mourir. ouais, c'est ça. Exactement. Ben, tous les autres meurent dans l'explosion du vaisseau, mais Putain. lui, Mortarion, arrive in extremis à repartir. Ouais, ça, on est fatigué de voir ça. Dans les récits, c'est à la dernière seconde. Quand t'as Il une survit. bombe, c'est toujours à la première seconde. Ouais, c'est La ça, dernière, ouais. c'est C'est... ça. Mais ça s'arrête. Et évidemment, il y en a qu'un qui meurt vraiment, et c'est le mien. Ouais, voilà. Ouais, voilà, ça y est, je boude, j'en ai marre. Ok. Voilà. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant. C'est que les White Scars ont offert le pardon, Ouais. sous condition. Ça, Et d'accord. bien sûr, lui, ça s'est pas fait gratos, quoi. Exactement. Oui, le suicide, c'est quand même un beau coup. Ouais, ouais. Il n'y a pas forcément beaucoup d'autres chapitres qui ont fait ça. Je sais pas. Non. Non, de mémoire, non. La mission suicide, non, c'est pas vraiment au cœur de la Startess, hein, on va pas se mentir. C'est ça. Les vies sont plutôt précieuses du côté de ces mecs-là. Exactement. Mais donc, c'est qu'on croit au pardon. On a le droit de se tromper. C'est quelque Ouais. chose d'intéressant et on retrouve un petit peu les philosophies du Grand Khan là-dessus. Ouais, d'accord. Non, aussi, l'autre unité suicide à laquelle je pense, c'est la Compagnie de la Mort, mais elle le fait sans contrepartie, si tu veux. Elles n'ont pas d'autre choix que d'aller mourir. De toute façon, ils en ont envie. Ils ont envie de mourir, ces gens. Voilà, et là, on a d'un côté, on est toujours à Prospero, on a les Space Wolves qui sont enfermés dans le conflit avec l'Alpha Légion et la Death Guard, Ouais. et les White Scars qui sont attendus sur Terra. Mhm. Donc il faut faire le choix entre venir en aide aux Space Wolves, ce qui est attendu justement de la part du camp d'Horus. C'est pour ça qu'ils ont été envoyés là-bas, c'est pour ralentir les White Scars. Ouais. À ce moment-là, les White Scars n'ont pas pris parti d'ailleurs pour un camp ou pour l'autre. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'ils sont allés sur Prospero, c'est voir de leurs yeux ce qui se passe, quoi. Ne pas Exactement. se rapporter. Ok. Et les White Scars laissent les Space Wolves à leur sort et décident de repartir sur Terra. Ah, quelque part, voilà, hein, c'est le choix de la raison, hein, les mecs. Y a papa qui est en difficulté. Bon. Et ils arriveront sur le tard, ce qui a dû inquiéter un peu sur Terra, puisqu'il y avait de grandes... Le warp était assez dissipé à ce moment-là. Ouais, bah de toute façon, après, juste avant de devenir une tempête impénétrable, donc ouais, ils sont arrivés in extremis, les petits mecs. Exactement. Et eux, ils n'ont pas pu faire de grands sauts pour se rendre rapidement sur Terra, et je crois qu'ils ont mis 4 ans à revenir de Prospero. Ah ouais, 4 ans. Oh putain. Et puis après, le siège de Terra, la moto dans les couloirs du palais impérial, etc. Ouais, donc là, les théâtres d'opération pour les White Scars, ils sont très nombreux. Leur grand moment, ça a été le spatioport de la Porte des Lions, où là, on retrouve en fait cette faculté de Jagatai un peu de désobéir, quoi. Clairement, Rogaldorn a un plan taillé au millimètre, donc il comptait utiliser les White Scars en fait pour multiplier des sorties de rempart pour aller perturber les lignes de ravitaillement, pour aller briser des sièges ennemis, et Jagatai il en a rien à foutre, quoi. Il se dit non, on a perdu le spatioport, je vais essayer de le reprendre, il y a Mortarion qui est là-bas, il y a des civils qu'il faut aller sauver, j'y vais. Donc ils ont eu le droit à leur petit roman dédié, qui s'appelle Le Faucon, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui à mon avis est très sympa pour un fan des White Scars, ça c'est clair et net. Moi ce que j'ai le préféré en fait, c'est avec ces romans-là que j'ai découvert les tactiques militaires White Scars. J'ai souvenir d'une bataille où ils rentrent dans une armée de Death Guard. C'est juste une feinte, en fait. Ils voulaient attirer l'attention de l'ennemi sur un flanc du champ de bataille. Et on voit que, hop, ils foncent avec des motos et des lance-speeders dans la mêlée. Ils commencent à castagner au corps à corps. Naturellement, la Death Guard prend le dessus.
tout le monde s'en va, bas en retraite, tout en fauchant les survivants de la première vague d'assaut. Moi, j'ai kiffé ce délire-là, vraiment la stratégie militaire, White Scars, où battre en retraite, finalement, devient une nouvelle charge. Ça, c'est tout à fait kiffant. Ça vous est très bien décrit tout au long des bouquins de Siege of Terra, par exemple. Et donc, pour les White Scars, le siège de Terra, il s'achève avec... Il remporte la victoire. Il redéfait Mortarion, cette fois, qui a été ascendé. Ce mot existe? Oui, bon, on va dire qu'il existe. Mortarion, qui a vraiment atteint le rang de primarque démon. Jagatai Khan, lui, refait la nique. Bon, cette fois, il s'en sort en très, très, très mauvais état. Je crois que c'est de la bouillie d'os. Ouais, c'est ça. Son corps est purement broyé. Et il passe pour mort. Mais on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui l'a recueilli au dernier moment, c'est Malcador, le sigillite. Et donc, Jagatai Khan, qu'est-il devenu depuis? Alors, c'est la période que je connais le moins, parce que je suis pas encore arrivé au siège de Terra dans mes lectures. De toute manière, je viens de te spoiler du coup. Non, ça je le sais, je connais les grandes lignes, mais c'est toujours plus rigolo de lire les romans. Ce qu'il fait après, c'est qu'une fois que le siège de Terra est terminé, il faut repartir, et je crois que le grand Khan repart directement sur Chogoris. En fait, en vérité, on ne sait pas trop. Malcador nous dit juste qu'il a trouvé la dernière petite étincelle de vie qui lui permette quelque part de le ressusciter, mais après, plus aucune nouvelle du Khan. On ne sait pas, il est peut-être encore sur Terra, mais en tout cas, Malcador nous dit que ok, il va revenir à la vie, mais ça peut prendre, pourquoi pas des millénaires, quoi. Donc quelque part, il est dans le même état, je pense que ses primarques en stase. Il doit dormir quelque part. Non, parce que je crois qu'il repart. Enfin, il n'est pas forcément en stase. Il revient assez rapidement sur pattes puisqu'il repart sur Chogoris. Donc toi, tu sais qu'il regagne la planète. Je sais pas combien de temps ça prend. D'accord. Mais si tu veux, j'ai mes fiches. Il y a 12 pages de Jagatai avant l'hérésie, 12 de pendant et 8 lignes après. Puisqu'en fait, après l'hérésie, Jagatai va repartir sur Chogoris. Il faut savoir que les White Scars sont très attachés à leur monde. Ouais. C'est même, je dirais, leur première affiliation. Oui, mais ils sont enracinés, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, leur grand cri, et je pense que c'est volontairement leur grand cri de guerre, c'est pour le Khan et pour l'empereur. Et on met toujours le Khan avant. Le Khan devant, très bien. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Et je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qui est un petit peu ambigu avec les White Scars. Ouais. C'est qu'ils vont toujours être un petit peu en retrait par rapport aux autres légions parce que ils ont plus envie de protéger Chogoris que de protéger vraiment l'Empire en lui-même. D'accord. L'Imperium, pour moi, c'est leur employeur. Ils sont pas forcément d'accord avec la doctrine impériale, ils sont pas d'accord avec tout ça, mais ils savent que déjà ils n'ont pas le choix. S'ils disent non, ils vont être rasés. Ouais, c'est ça, Et puis voilà, c'est leur boulot, ils essaient de le faire du mieux possible, et c'est pas forcément non plus une des factions qu'on va voir dans beaucoup de conflits, même au 41e, simplement parce que ils n'aiment pas être trop loin de chez eux en fait. D'accord. Donc je pense ce constat, parce que là on va parler des 10 000 ans qui nous séparent de l'hérésie, quoi. C'est vrai que ça... Tout comme leurs frères un peu rivaux, la Ravengard, c'est pas des chapitres qui ont une histoire au long cours, contrairement à des trucs du genre Ultramarines. Ça va être des petits théâtres d'opération, finalement. Qu'on trouve ça et là. Il y en a dans des White Dwarfs, il y a quelques petits bouquins où vous allez... par exemple, ils ont à mon sens, fait alliance avec la Ravengard lors d'une guerre d'expansion tôt. Ça fait partie des conflits assez récents, quoi. Est-ce que tu connais d'ailleurs, j'ai vu qu'en fait finalement il existait une rivalité entre la Ravengard et les White Scars. J'ai vu ça sans trop savoir d'où est-ce que c'était né tout ça. Alors, il y a un très bon exemple, si tu veux le lire, c'est la chasse pour Voldorius, où on a le Corsaro Khan qui traque un démon de l'Alpha Légion. Encore eux, putain. Exactement. Et ça se termine où, au moment où ils veulent attaquer, ils le traquent et ils tombent sur la Ravengard qui est aussi embusquée de l'autre côté. Et en fait, ils ont la même cible, ils chassent le même gibier, démon. Voilà, et ils se retrouvent
mais déjà surpris parce qu'ils ne savaient ni les uns ni les autres qu'ils étaient là, et on voit quand même quelques similarités justement dans ce côté un petit peu Spec Ops, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Force spéciale, petit groupe, etc. Donc bah oui, donc du coup sur ces 10 000 ans d'histoire qui nous séparent de l'ouverture de la Grande Faille, peu ou pas assez peu de choses à nous mettre sous la dent quelque part. Ouais. Alors il y a quand même quelque chose de très important, c'est la disparition du Khan. Le Khan, après l'hérésie d'Horus, part sur Shogoris. Ouais. Shogoris, il y a 2 types d'adversaires sur place. Pendant toute la durée de l'hérésie, comme ce n'était plus protégé, toutes les forces étaient sur Terra ou prises sur la Grande Croisade, Shogoris, le système Yazan, c'est pas que la planète chapitrale, c'est tout le système, est aux mains de pillards Xenos. D'accord. Et aussi de forces du chaos. D'accord. Qui ont fait. Donc il a fallu le reprendre finalement. Exactement. Ce monde. Ouais. Et à peine arrivé sur Shogoris, Jagatai va suivre un chef de guerre Drukhari, enfin Dark Eldar, partir dans la toile. On ne le reverra plus jamais. Comment ai-je pu oublier? Mais oui, c'est vrai. Il est dans Komora, quoi. Exactement. Ah putain, ça faisait très très longtemps que j'avais pas entendu parler de ça. Du coup, j'ai un peu zappé, ouais. J'avoue. Mais voilà, donc c'est tout ce que l'on sait. Mais pour la plupart des White Scars, ils attendent le retour du Grand Khan. Bah oui, mais pourquoi il allait suivre un chef Xeno Drukhari? Mais qu'est-ce qu'il... Il voulait pas être resté immobile. Ah ouais, mais là tu sais c'est un chasseur, je pense qu'il avait... Ah bah, si vraiment son délire c'est la chasse et tout, à Komora, il doit être servi. Est-ce qu'il participe au spectacle dans les arènes? Est-ce qu'il est en train de se coudre un nouveau bras? Oh putain, est-ce qu'il prend de la drogue? Oh mon Dieu! Ah, je sais. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont pu lui faire? Je sais pas, peut-être. Mais voilà, moi, de toute façon, je pense qu'il y a eu du combat d'arène pendant un bon bout de temps. Après, est-ce qu'il existe encore? Je ne sais pas, mais pour les White Scars, ils voient leur grand Khan courir parmi les étoiles. Donc, est-ce que c'est une façon poétique de dire qu'il est mort et qu'il pense à son souvenir ou est-ce que c'est qu'il est vraiment dans la toile et qu'ils attendent son retour? Ouais, là je suis pas sûr qu'il revienne en bon état, hein, le mec. À minima, ils lui ont mis des cheveux roses, quoi. Ça va être infernal, quoi. Bon bref, messieurs les Drukhari, soyez sympas quand même avec le Khan. On aimerait bien quand même le voir revenir sous forme d'une nouvelle figurine. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, hein. Ça serait bien. Non, ça serait bien. Avec une moto. Et... ouais, bah oui, avec une moto. Carrément, un land speeder géant. Allons-y, quoi. Et il y a un autre événement qui n'est pas forcément très important, mais important pour comprendre les White Scars. C'est qu'il y a un moment entre le 31e millénaire et le 41e, il y a un moment où les White Scars vont perdre de rang 3 Khans. Ah oui, donc le Khan des capitaines, White Scars, qui vont partir en croisade et ils vont, pas fois de suite, ils vont mourir. Putain. Ce qui veut dire que pour les devins d'orage, c'est qu'il y a un mauvais œil, ils se sont peut-être trop éloignés de leur tradition, etc. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rapatrier tous les White Scars sur Shogoris. Il n'y en a plus un seul en dehors, et ils vont se lancer dans un mois de festins, de victuailles, de fêtes, de concours d'adresse, de chasse. C'est quelque chose que les White Scars font énormément. Et suite à ça, après un mois de beuverie. Exactement. Ils repartent et ils n'ont jamais eu autant de victoires qu'après ce moment-là. Ouais, bah voilà, ils avaient juste besoin de boire un coup, de se réunir. Bah, c'est bien. J'aime beaucoup l'esprit. On voit quand même pas mal de similitudes avec les Space Wolves, hein, dans ce côté un peu clanique, tribal. On note quand même quelques similitudes, quoi. Cette même sauvagerie liée à la nature. Je pense que c'est les deux chapitres un peu dans le même genre, quoi. Hein. Et j'attends depuis le début que tu me proposes ça pour te montrer à quel point tu as tort. Oh putain. putain. Oh là, je me suis complètement gouré. Les White Scars... c'est pas, je vais supprimer au montage, t'inquiète. Les White Scars, en fait, aiment bien passer pour des sauvages, mais ils ne le sont pas. Ce sont des chasseurs, mais ce ne sont pas ils sont pas forcément violents. C'est pas non plus les World Eaters. C'est-à-dire qu'ils
Ils ne vont jamais attaquer sans réfléchir, sans connaître le terrain. Ils ne vont jamais être frénétiques. Ils savent toujours ce qu'ils font. Ils sont très pragmatiques. Pragmatique, ouais. Ce qui Exactement. empêche un peu tout type de débordement. Et quand il y a eu la fusion de la 5e Légion Ouais. avec les guerriers de Chogoris pour former les White Scars, Mhm. il y a eu un apprentissage des rituels chogoriens Mhm. pour la 5e Légion qui comprennent énormément de pratiques artistiques. D'accord. Les White Scars sont des poètes. Il Mhm. faut maîtriser l'art du conte. C'est de la tradition orale. Moi, je Il les faut vois bien faire de la chanson aussi, un Exactement. peu poésie guerrière, etc. La calligraphie. Ouais. Un Astartes White Scars doit maîtriser la calligraphie, l'art de la narration et l'art de la chasse. C'est aussi quelque chose qu'ils font. Ah bah, ça leur va comme un gant. Ça leur va comme Exactement. un gant. Mais on est sur quelque chose de beaucoup plus noble. Ils cherchent de la noblesse Ouais, ouais. en fait dans les choses. Il n'y a pas forcément le côté sauvage qu'on va avoir chez Ouais, les non, Space mais Wolves. quand je parlais de proximité avec les Space Wolves, j'avais plus à l'esprit ce découpage un peu tribal, très lié à la nature, quoi, sans pour autant verser dans Ça, dans la sauvagerie un peu gogol, quoi. Moi, oui, mais j'aime pas trop, moi, ça, chez les Space Wolves, cette propension qu'ils ont à, voilà, ce ne sont pas des sauvages. ouais, à pas réfléchir, quoi. Voilà, Donc il y a ça. Il y a quelque chose vraiment de complet chez Ouais. les White Scars et ils ont toujours été mis de côté par les historiens impériaux. Ouais. Ils ont gagné de nombreuses batailles, ils ont fait changer énormément de choses, mais n'ont jamais eu autant de gloire qu'ils pourraient le mériter. Ouais. Et ça leur va très bien. Oui, très bien. Et c'est quelque chose qui leur va. On les prend pour des sauvages, mais ce ne sont pas des sauvages. Tout le monde pense qu'ils le sont, en fin de compte, et c'est quelque chose qui est très intéressant, même pour eux, en fait. Ils cherchent pas à être aimés, en fin de compte. Non, ils n'ont pas besoin de laurier. Bon, bah, très bien. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour du lore, hein, il me semble. Moi, je veux bien que tu nous dises un mot sur justement ces psychers en particulier, Ah. qui sont un peu uniques en leur genre. Hein. Des psychers météorologiques. C'est ça, c'est des Miss Météo. Evelyne Delia, quoi. Exactement. En fait, leur travail, ça va être de lire des présages, quelque part, et en même temps de maîtriser les éléments. Ouais. Souvent, les armées des White Scars vont avancer dans le brouillard, et un brouillard qui est mis en place par ces sorciers. Ouais, c'est super, ça peut recouvrir les avancées rapides, là. C'est ça. Et là, je peux rentrer, on est un peu dans le lore, mais je vais parler vite fait de ce que ça faisait en termes de En jeu, règle, si ouais. tu veux. Ouais. Quand ils avaient encore leur discipline. Tu avais des sorts qui faisaient tomber la foudre sur les adversaires. Bon, Ouais, pourquoi classique. pas, on s'y attend. Mais il y avait aussi 2 sorts qui étaient intéressants et très White Scars. C'est que tu en avais un qui te permettait de lancer 3D sur ta charge et de Ouais. garder les 2 plus haut. Ouais, C'était très bien. Charmé, ouais. Et tu en avais un qui faisait le contraire. Sur tes adversaires, il chargeait l'enlevais. avec un dé. Ah putain. Ça, c'est méchant, quoi. Oui, mais voilà, mais tu vois, là on avait vraiment quelque ouais. chose qu'on a perdu, on a perdu Ouais. cette saveur. Ah, Mais, le psychisme, clairement, ça s'est fait la malle. Hein. C'est Maintenant, ça. t'as tout ce qui te reste, c'est un pauvre petit lance-flamme psychique assez commun à tous les types de psychers. Ouais, on peut avoir des regrets. Bah, moi, idem, hein, la discipline psychique sanguinaire des Blood Angels, pareil, qui avait un peu un type de psyker un peu dissident, quelque part. Ouais, dans le Cululus, ça n'existe plus. On se rattrape avec bien d'autres choses, mais oui, c'est vrai qu'on peut regretter quand même cette absence de véritable discipline psychique. Mais c'est pour justement te montrer ce qu'on pouvait faire Ouais. et un peu on imagine ce qu'ils peuvent faire Bah oui. dans les histoires à partir de ce que ça faisait en termes de Ouais, jeu. ouais, bah Ça, je j'avoue, ouais, préférais ça peut faire des éléments narratifs assez top hein, d'avoir un psyker Miss Météo. Clairement, quand vous planifiez des attaques, voilà, des petites missions narratives, ok, le brouillard se lève et, et la foudre tombe. Ouais, c'est clair, c'est clairement du narratif tout ça. Bon, bah, très bien. Est-ce que tu estimes que le lore, on en a dit assez? On peut tisser 4 heures, hein, tu sais bien que... Je sais bien. Je Ouais, voudrais ouais. juste prendre un petit peu de temps pour Corsaro, du coup, Oui, donc Corsaro, le capitaine de la 3e. la 3e confrérie des White Scars. Donc, et qui est pourquoi lui? Pourquoi lui?
C'est une bonne question. Pourquoi a-t-il été mis en avant? Pourquoi a-t-il une figurine alors que le maître de chapitre White Scars, voilà, tu sais qui c'est? Oui, Jubal Khan. Jubal. Il n'est pas super intéressant parce que depuis l'ouverture de la Grande Faille, Ouais. Chogoris est juste à côté de la Grande Faille. Oh, Et ils prennent raid sur raid de la part des raids corsaires. ah, Qui ok, ont ouais, fini. c'est un peu leurs frères ennemis côté étoile à 8 branches. Hein. C'est ça. Donc les raids corsaires, pour rappel, bon, en gros c'est des Space Marines du chaos, pirates à moto. Voilà, le résumé le plus con, mais aussi le plus parlant qu'on puisse trouver, je pense. Exactement. Donc, combat de moto, très bien. Chogoris a été mis à sac. Jubal, le grand Khan, il fait comme l'empereur. Il est en stase, il est assis sur un trône qui le maintient à peine en vie. Et ouais. il mène comme ça, il peut juste prendre des décisions. Donc on a un petit parallèle avec l'empereur, c'est exactement la même chose. Il n'est pas en Dreadnought, il pourrait, mais... oui, putain, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Mettez-moi ça dans un Redemptor Brutalis. C'est une des idées reçues sur les White Scars qu'ils ne vont jamais dans un Dreadnought. Oui. Ils exècrent les Dreadnoughts. C'est vrai qu'on n'en voit pas vraiment. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que les Dreadnoughts sont interdits pour les White Scars. C'est juste que ils ont besoin de mouvement, ils veulent sentir le vent, ils veulent tout ça, ils veulent être libres. Et il y a un petit côté claustrophobe à se retrouver dans un Dreadnought. Ouais. Faut les forcer, hein, ils y vont pas de bon C'est vrai cœur. que on les voit plus souvent utiliser des appareils pilotables comme les Invictor ou Warsuit par exemple. Là, c'est vrai qu'ils ont le vent dans la gueule. C'est peut-être plus légitime. Voilà. Et donc, Corsaro, pour en revenir à lui, c'est le maître de la chasse. Ouais. Les White Scars ont une grande histoire de chasse et de traque, et ils ont une liste des ennemis du chapitre. Et régulièrement, Corsaro, c'est le maître de la chasse, en plus d'être le chef de sa compagnie, il va traquer un ennemi et ramener sa tête. Et le chemin d'accès à la forteresse monastère des White Scars est jonché des têtes des ennemis du chapitre. D'accord. Ça peut prendre 10 ans, il peut partir 10 ans, il revient Ouais, avec c'est la ça, tête ouais. sous le Donc bras. pêle-mêle, il y a quoi? Il y a tout. Il y a des orques, Il y a de tout, des exactement. xénos, hein. D'accord. Des démons, des xénos. Il a son petit livre des rancunes naines. C'est ça. Et Ouais. donc, tu as des pics avec des têtes des ennemis qui sont coulées dans de l'argent liquide. Voilà. Mignon. Et c'est pour en revenir aussi un peu aux spécificités qu'il y a vis-à-vis de l'interprétation de la doctrine impériale et de ce maître de la chasse. Il y a eu plusieurs fois où il a éprouvé du respect et des relations avec des xénos. D'accord. Par exemple, il a été emprisonné par le Vanguard Oberon. Oui, ouais. Et il a réussi à s'échapper de la prison, Necron, en faisant alliance avec un Eldar. Ils se sont enfuis, après ils sont partis chacun de leur côté. La fine équipe, quoi. De la même façon, il a parmi dans sa liste des gens à ramener, des têtes à ramener, il y a la guerrière To. Comment elle s'appelle? Merde. Je sais plus, commandante. Ah, ouais, Shadow Sun. Shadow Sun, oui, c'est ça, Exactement. Et donc, il lui est arrivé de tomber sur Shadow Sun. Ouais. Mais ils ne se sont pas combattus. Ils ont échangé, ils ont parlé ensemble, ils sont repartis chacun de leur côté. D'accord. Il sait qu'un jour, il la traquera à nouveau. S'il faut ramener sa tête, il ramènera sa tête, mais il y a un respect mutuel entre les deux. Donc oui, on n'est pas à l'abri d'un petit rosé en terrasse, y Exactement. compris avec un membre de cette liste. Très bien. Et là, je pense qu'au niveau du lore, on en a fait un peu le tour. Bah écoute, je pense qu'on en est gentiment à 1 heure d'émission, donc ça me paraît très bien. Eh bien, on va partir pour la suite, on va parler un peu de gameplay. Quel est le gameplay White Scars? Quelles sont les manières de jouer White Scars? Les unités à privilégier, les unités qu'on va, entre guillemets, s'interdire un petit peu. Quel est le gameplay au cœur d'une armée White Scars? C'est la rapidité, tout simplement, non? Ça tourne beaucoup autour de ça, mais plutôt de la guérilla. C'est pas uniquement d'aller vite, c'est d'impacter, de se retirer et de choisir vraiment ses combats, au final. Donc le mouvement de retraite est une arme en soi au cœur d'une armée White Scars. Parce qu'une moto qui désengage, elle va retraverser la table quasiment, quoi. Elle se barre de 12 pouces, elle peut recharger dans la foulée avec un stratagème ou autre.
Bon, on est sur une armée qui va sans arrêt repolariser finalement la prise de contrôle. Elle peut déménager son attrition d'un flanc à l'autre. On est sur quelque chose de rapide, d'assez imprévisible hein, pour l'adversaire. Ça, c'est assez évident. Toi, qu'est-ce que tu aimes là-dedans, quelque part? Parce que c'est kiffant à jouer une armée de motos, une armée qui va vite. C'est toujours, moi, je trouve que c'est toujours les armées où on prend le plus de plaisir de jeu, quoi. C'est ça. Pour moi, les White Scars, le but, c'est de choisir son combat. C'est Ouais. pas uniquement d'aller vite, parce que de toute façon, tu ne pourras pas avoir une armée entièrement De moto, basée ouais, de faut moto, pas- parce ouais. qu'il n'y en a plus. Déjà en V10, on n'a Ouais. plus que les Outriders? Outriders, c'est Mhm. ça, qui prennent beaucoup de place. Donc on peut même pas, si tu fais une unité de 6 plus la TV, tu passes plus forcément entre tous les décors. Ouais, bah là, je crois que tu soulèves le plus gros problème hein, d'une armée de motos. Est-ce que je suis pas sûr que Game Workshop ait beaucoup réfléchi au moment de primariser ces motos parce qu'effectivement les socles sont très gros et cette fameuse unité star qu'on a envie de jouer, donc 6 motos plus un ATV plus un chapelain sur moto, en termes d'empreinte au sol, on est sur quelque chose de gigantesque. On est sur l'empreinte au sol d'un énorme élément de décor. Donc va falloir manœuvrer tout ça. D'autant plus que depuis la petite mise à jour des règles, ça a bien été spécifié que tout ce qui n'a pas un socle rond doit payer son mouvement de pivot de 2 pouces. Donc techniquement, quand vous manœuvrez une escouade pareille, vous allez être plus ou moins obligé à chaque fois, je pense, de faire un mouvement de pivot. Ce qui ampute votre mouvement. Donc de base, ouais, on parle déjà du plus gros problème, c'est l'empreinte au sol de ces unités de moto. Mais néanmoins, on va quand même en jouer. Enfin, je pense que voilà, si on joue White Scars, évidemment qu'on va avoir envie d'avoir à minima cette unité star avec 6 motos, un QG sur moto. Ouais, autre problème dans la foulée, c'est que des QG sur moto, il n'y en a qu'un. C'est vite redondant d'avoir le même chapelain qui a qu'une seule pose. Ouais. Tu te retrouves avec 3 fois la même figurine sur la table. Tu peux en mettre un chauve et un avec des cheveux, mais ça ira pas plus loin. C'est ça. Quelques conversions sont quand même assez faciles. Voilà, changer un peu l'armure, les bras, les armes, mettre un peu de déco sur les motos différentes. Bon, c'est faisable, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, des sorties et des règles, des datasheets, nous n'avons qu'un seul QG sur moto et le capitaine sur moto nous manque cruellement. Un capitaine qui nous donnerait un petit stratagème gratos à cette unité géante. Ah bah ouais, évidemment que ce serait bien quoi. Après, il faut aller chercher du côté des Legends, mais là, Ouais. on a un peu tout ce qui existe en QG à moto, en Legends. On Mhm. a Un apothicaire, si on a mes souvenirs sont l'apothicaire, bons. exactement. On peut avoir le Librarian Ouais. aussi. Et puis, on peut avoir le Tech Marine. Et il y avait un libre. Enfin, franchement, ouais, moi, si je montais une armée White Scar, je crois que je me prendrais au jeu de convertir quelques QG sur moto. Ne serait-ce qu'en prévision. Le capitaine sur moto va sortir, je pense que c'est une évidence. Ils sont plus ou moins obligés de le faire, celui-là. Les autres, j'en suis moins sûr. Ouais, du côté des Dark Angel, la Ravenwing a toujours son petit QG à moto, il me semble, l'apothicaire à moto. Encore que je suis même pas sûr qu'ils aient actualisé les règles de tout ça. Bon, bref, ouais, du côté des motos, on doit composer avec finalement assez peu de choses. Mais donc, toi, une liste Wise Cars, on va dire, typique, du moins celle la plus emblématique possible. Alors, moi, ce que j'aime jouer, c'est des unités très rapides et d'autres un peu plus lentes. Ouais, Donc des motos, déjà, parce qu'avec le Turbo Boost, tu as une Advance à 6 toujours. ouais. Ça fait un beau mouvement. Et tu Mhm. peux charger en plus derrière. C'est assez tanky en plus, un Outrider quelque part. Le Ouais, 5 c'est quand même d'endurance, 4 PV, endurance 5. donc pas mal de. Si t'en mets 6, faut la sortir. Ah ouais, l'unité. ouais, ça fait un beau paquet de PV. Et Ouais. donc ça te permet de choisir une unité et de l'épingler. Mhm. Toi, une fois que tu l'as engagé cette unité, on peut plus te tirer dessus au corps à corps. Ouais. On peut plus. Voilà, t'es dépendant uniquement du tir. Tu peux pratiquement même aller charger un tank. Ouais, oui. Voilà, tu vas le bloquer, il pourra plus faire grand chose d'autre. Et derrière, tu fais venir ce qui va avoir un peu plus d'impact. Mhm. Ça sert juste à bloquer des unités. Éventuellement, après, tu te retires, tu tires et tu peux aller charger ailleurs ou même recharger la même unité pour toujours taper en Ouais, c'est premier. ça. Ouais. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Tu te retires et tu recharges. Ouais.
Très bien. Bon, bah écoute, bah, c'est vrai que les unités, bah, on va pouvoir commencer à parler un petit peu du détachement qui est un peu affilié au White Scars, qui s'appelle le Stormlands. Donc, bah, ce détachement, la règle de détachement, c'est que vous pourrez toujours charger durant un tour où vous avez fait une advance ou battu hors trade. Donc, bon, voilà, quand on joue beaucoup d'unités qui bougent de 12, naturellement, on n'aura aucun mal à foutre le bordel sur table, c'est-à-dire à aller s'emparer d'un objet qui est loin de nous, à désengager un ennemi pour en charger un autre, parce que voilà, désengager de 12 plus recharger, potentiellement vous pouvez bouger jusqu'à 24 pouces. Donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut, mais on doit composer avec cette taille d'unité qui est quand même un peu dissuasive. Hein. Du moins, si on veut jouer la méga Death Star White Scars avec 6 motos, la TV, le chaplain, machin truc. Si on joue beaucoup de packs de 3 motos, bah, ça peut être plus simple quelque part. Naturellement, ça sera moins impactant en termes de jeu, parce que des motos tapent assez humblement, hein, ça reste des épées tronçonneuses. Mais pourquoi pas également choisir la voie du MSU. Et donc, bah, je te propose de faire un peu la revue, on va aller assez rapidement là-dessus, la revue de ce détachement. Du côté des améliorations, est-ce que tu as noté des choses en particulier? Donc là, on va noter une des faiblesses évidentes de ce détachement, c'est que la plupart par exemple, de ces améliorations ne s'adressent qu'à des figurines montées à Startez, donc c'est-à-dire sur moto. Et donc nous n'avons qu'un seul chaplain pour pouvoir potentiellement recevoir ces améliorations-là. Néanmoins, il y en a quand même des très sympas, il y en a 2 que vous pourrez mettre à des figurines à pied. Donc bah, dans ces améliorations pêle-mêle, on a quelque chose qui va nous permettre de relancer les jets d'advance pour le personnage et l'unité. Donc évidemment, quand on combine ça avec un advance et charge, bah, ça commence à solidement fiabiliser côté mouvement. Une autre amélioration, repli simulé, qui va vous permettre, en plus de désengager et charger, bah, là vous aurez désengagé, tiré, chargé. Donc, bah, ouais, voilà, c'est cool, ça dépend à quelle unité ça s'adresse, hein, naturellement. Mais on peut imaginer, je sais pas, un capitaine Gravis avec des agressors, pour rester dans les unités fortes du moment. On sera tout à fait content de pouvoir désengager, tirer et charger. Et bah, de l'autre côté, des trucs un peu plus anecdotiques pour des personnages montés. Hein. Il y a un truc assez sympa qui s'appelle Instinct du chasseur, qui va vous permettre de considérer le tour qu'on prend en compte pour les renforts, c'est-à-dire les réserves stratégiques. Au tour 2, vous serez considéré comme étant au tour 1. Donc dès le tour 1, bum, Outrider quelque part, ça veut dire ça, hein, ça veut dire attaque de flanc. Et bien au tour 1, vous allez pouvoir mettre des Outriders, pouf, directement sur un bord de table pour pourquoi pas tenter une charge à 9 ou tout simplement s'approcher dangereusement d'un objet ou derrière un occultant, etc. Donc quand même, je trouve que c'est assez sympa de ce côté-là. Mais je te laisse prendre le relais pour la partie stratagème, si tu veux. Qu'est-ce que tu en as retenu de cool? Les stratagèmes, ce que j'en ai retenu de cool, bah, pas grand-chose encore. Hein, mais il y a le classique armure du mépris. Ouais, ça, évidemment. Donc, bah, voilà. Ça, typiquement, sur notre méga enclume de moto, ce sera tout à fait de bon ton. Hein. Le fusillade éclair, qui va être pas mal parce que avancer et charger, c'est très bien. Ouais. Quand t'as pas d'arme d'assaut, ça veut dire que tu ne tires pas. Ouais. Et ça va te permettre de donner la capacité assaut aux armes des figurines de ton unité. D'accord, ouais, ça c'est toujours utile, hein, naturellement. Et si c'est une arme qui a déjà assaut, tu auras du touche soutenu 1 en plus. Alors, le touche soutenu déjà sur une arme d'assaut, à qui ça s'adresse ça peut s'adresser à peu près à n'importe quoi, par exemple des Stenguard. Tout ce qui a des bolters en fait, hein. Les bolters ont d'office le mot-clé assaut maintenant et le mot-clé EV en même temps. Ok, pourquoi pas, un peu anecdotique, mais fusillade éclair, un PC, on prend. Très bien. Tu vas avoir à plein gaz 2 PC à ta phase de mouvement. Tu prends une unité montée ou véhicule, sauf les marcheurs, et tu feras directement 6 à ton OG d'advance. Ou 9 si c'est monté. Alors là, on parle d'un truc. Votre unité de moto, pour 2 PC, vous allez bouger de 12 plus 9 automatiquement. C'est-à-dire, vous bougez de 21 et ensuite, vous pouvez charger. Donc là, clairement, on peut traverser la table T1. Bah, ça coûte 2 PC. Tu vois, typiquement, là, c'est là qu'on a envie d'un capitaine.
On a envie d'un capitaine qui nous donne ça gratos, quoi. Clairement, parce que là, 2 PC, c'est quelque chose quand même qui a vocation à être tiré en début de partie. Je suis pas sûr que vous les aurez. Mais en tout cas, une advance automatique de 9 sur des unités montées, c'est absolument énorme. Tu vas avoir en autre stratagème, toujours pour une unité montée, l'attaque de choc, qui te permet de relancer ton jet de charge et d'avoir en plus une lance. Donc le mot-clé lance, on reroll la charge, eh bien, pourquoi pas, pour un PC c'est tout à fait cool. Et le suivant j'adore, chevaucher rude et rapide. Après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles lors de la phase de tir, jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'une attaque cible votre unité, soustrayez 1 au jet de touche et soustrayez 1 au jet de blessure. Alors là, moins un touche, moins un blesse sur une énorme unité de moto. Là, ça déconne pas, Moins un touche et moins un blesse, c'est absolument énorme. Vous êtes à endurance 5, donc déjà les armes un peu d'anti-infanterie normale, type fusil laser, bolter, elles vont quand même en chier pour vous enlever des choses. Mais là, en fait, avec ce strat, vous passez à tu vas mal toucher et tu vas me blesser à 6, quoi. Bon, si vraiment vous êtes dépensier, vous faites ça plus l'armure du mépris. Là, je pense qu'en vrai, pas grand chose ne peut vous arriver. On rappelle que les autres riders ont 4 points de vie, donc même si vous vous faites méga saturer la tronche, par exemple par des taux qui carburent à dégâts 3, il va vous falloir 2 blesses validées pour retirer une seule moto. Des motos qui ne coûtent pas bien cher en points, hein, c'est 30 points une moto. Voilà, la chevauchée est rude et rapide. C'est chaud quand même. C'est un excellent stratagème. Et à mon avis, ça dépend ce que vous affronterez, mais ça dépend ce que vous allez affronter. Mais celui-là, à chaque tour, il risque fort de sortir. Et on termine par insaisissable comme le vent. Et celui-là, c'est mon préféré. À la phase de mouvement adverse, après qu'une unité ennemie a fini un mouvement normal d'avance ou de retraite, tu peux choisir une de tes unités qui est à 9 pouces, et ce n'est pas forcément une unité montée, Ouais. et tu peux lui faire un mouvement normal de jusqu'à 6 pouces. Donc jusqu'à 6 pouces. Donc là, on a des détachements. Donc cette mécanique-là, maintenant, elle est connue. La plupart des codex l'ont intégrée. Par exemple, j'en ai parlé dernièrement dans l'Alpha Légion. Donc on est sur des moves bonus. Sauf que souvent, c'est D6. Ben, ici, là, vous avez 6 pouces d'office. Donc ces mouvements bonus, on sait pourquoi ils sont forts. Ils servent à bloquer un mouvement adverse, ils servent à refuser une charge, ils servent à retourner derrière un occultant. Bref, il y a plein de choses à faire avec ce petit mouvement bonus. C'est juste que l'ennemi doit finir à 9 pouces. Donc si l'ennemi n'est pas con, il va faire en sorte d'être à un peu plus de 9 pouces. Donc vous pouvez rallonger une charge, mais vous ne pourrez jamais avoir mieux que 9 pouces. Si l'ennemi arrive à 9,2 de vous, vous ne pouvez pas faire ce strat. L'ennemi, vous lui laissez quand même une charge à 9. Et voilà, c'est jamais évident à passer une charge à 9. Donc finalement, un détachement tout à fait sympa, à mon sens. De quoi on manque là-dessus quelque part. Moi, je trouve qu'on manque de... En vrai, le détachement est super. S'il y avait, par exemple, ne serait-ce qu'un capitaine sur moto, on aurait beaucoup plus de panels stratégiques qui s'offrent à nous, parce que là, on se rend compte que finalement, on va manquer de personnages qui nous donnent des stratagèmes gratos, ou des personnages qui nous rapportent des PC. On peut enchaîner sur la datasheet de Corsair Khan, hein, qui, en fait, là, il va pouvoir vous rapporter des PC, mais de manière tout à fait situationnelle. Donc, Corsair Khan a été écrit un peu comme étant un assassin, c'est-à-dire que ses armes ont le mot-clé précision, et sa petite règle spéciale, c'est que dès lors qu'il va tuer un personnage ennemi, il va vous donner un petit PC. Donc qu'est-ce que t'en penses de l'ami Corsaro avec son petit faucon sur l'épaule là? Il est quand même très sympa, hein. Oui, qui a une règle d'ailleurs, le faucon, je crois, non? Il l'a plus. Ah, s'il l'a eu, il l'a plus, à mon avis. Il l'a plus. Ah, tristesse. Avant, il pouvait aller mettre des mortels à distance. Ah attends, un piaf qui te met des mortels à distance, évidemment qu'il le retirait, c'est affreux, enfin. Oh, j'aimais bien. Il a surtout... c'est plus un personnage de corps à corps, de toute façon, puisqu'il ne va avoir la précision que sur son arme de mêlée, sur le croc lunaire. Ils lui ont quand même mis un pistolet bolter, c'est la Zermi, frère, hein. C'est pas pour ça. De toute façon, tu veux aller au corps à corps avec lui pour essayer de te débarrasser d'un personnage. 6 attaques,
Il touche sur du 2+, force 5, il a blessure dévastatrice précision, et les dégâts, c'est 2 dégâts à chaque fois. Ouais, Moins deux en PA-2, dégâts PA, 2. c'est pas- En gros, il frappe quasiment aussi bien qu'un petit custo, hein, franchement. C'est pas mal. La force 5 est un peu limite si vous vous attaquez à évidemment du gros ton du type Terminator Death Shroud, ça va être compliqué. Mais il reste néanmoins très cool. Je pense qu'il a vocation à intégrer une petite garde d'honneur, hein. Donc là, on pense soit à unité de Blade Guard, soit à unité qui est sortie récemment, qui s'appelle les Compagnies Heroes, qui était cette espèce de petite escouade d'élite chapitrale où vous trouverez pêle-mêle un porte-bannière, 2 vétérans avec des armes spéciales et un petit champion. Donc une escouade quand même assez couillue qui est un gros sac de PV également. Donc toutes les options sont bonnes, mais moi je l'imagine plus dans les Blade Guard, hein, parce qu'il a une petite règle qui s'appelle pour le can, et donc tant que vous allez mener une unité de corps à corps, eh bien, ils vont gagner l'aptitude lance. Et les Blade Guard, avec leur force de 5 un peu réduite, eh bien d'avoir un petit plus 1 bless lorsqu'ils chargent, vous serez tout à fait content d'avoir ça. Eh bien, c'était la fin du codex Wildcars, hein, parce qu'il n'y a qu'une seule datasheet. C'est Corsair Khan, c'est comme la Raven Guard, hein, on a une seule datasheet. Voilà, qu'est-ce que t'en penses de ça? On se rappelle du petit codex V8, c'est sorti avec une seule datasheet. Donc côté détachement, tout est cool, vraiment. Côté datasheet, toi, qu'est-ce que tu veux voir de plus? Je t'avoue que le Khan à moto me manque, parce qu'on avait vraiment une unité qui était très typée, qui était même plus typée White Scars que Corsaro. Ouais. Et puis moi, après, j'ai une armée qui est basée sur le lore des White Scars. Je joue une autre compagnie, donc je ne mettrai pas Corsaro dedans. Il n'a pas le bon marquage sur les jambes, donc je ne le jouerai pas. Mais c'est ça le problème, en fait. De toute façon, c'est un petit peu le problème de la V10, c'est qu'on n'a plus vraiment les unités un peu non nommées, typées, que l'on avait dans chaque faction. Et là, c'est ça qui manque vraiment pour les White Scars. Bah ouais, les Psykers, les divinateurs, là, putain, j'ai déjà oublié le nom, là. Les devins d'orage. Les devins d'orage. Les devins d'orage, les Alain Gillot-Pétré du 40e millénaire, on a envie de les voir en figurine, on aimerait bien avoir une petite datasheet spéciale, ça c'est clair, quoi. Donc on est sur un des parents pauvres. Je veux dire, que ce soit de toute manière Iron Hands, Raven Guard, Salamanders, etc. Ce sont des chapitres Space Marine où on doit composer avec pas grand chose. Et donc, quand on veut monter une armée White Scars, il va falloir faire un peu ce travail de l'accessoirisation, de la personnalisation. Toi, comment tu vois la chose? Est-ce que tu utilises des bits 3D? Est-ce que tu utilises des figurines de l'Horus Heresy pour ton ami White Scars, pour lui donner un vrai corps, un vrai ADN? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Moi, je pars sur du Horus Heresy. Parce que la gamme Horus Heresy pour les White Scars est magnifique. Ouais, oui, là, justement, on a des personnages extrêmement typés, hein, avec des peaux de fourrure, des ornements vraiment emblématiques. Là, c'est clair que les persos sont géniaux. Et des armes orientales, ce qui manque aussi beaucoup, parce que, par exemple, tu prends les Blade Guard, t'as envie de leur mettre des sabres, quoi, clairement. Oui, puis surtout pas le bouclier en forme de croix. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent des boutons de couture. Ils prennent des boutons avec un motif de dragon, par exemple. Il en faut des assez gros. Et tu mets ça à la place et ça rend super. Donc bouclier rond, sabre. Naturellement, on va avoir envie de mettre un maximum d'épaulières, des têtes nues, un peu typé guerrier des steppes également. Hein. Et c'est ça que j'aime bien justement en prenant de l'Horus Heresy, c'est que chaque figurine arrive avec 2 têtes. Une tête nue et une tête casquée. Très casquée, mais surtout avec un casque très White Scars. Ouais. Par exemple, mon capitaine en armure Terminator est basé sur la figurine de Chincha de Horus Heresy, un capitaine en Terminator. J'ai retiré un des 2 sabres qu'il a pour mettre un fulgurant à la place. Ouais. Et il est livré avec 2 têtes. Une tête très White Scars et un masque qui représente vraiment un masque japonais même si les White Scars sont pas censés être japonais, il a un masque qui fait très samouraï en forme de chat presque ou de démon. Ouais. Et il est magnifique et je l'ai réutilisé pour un autre capitaine. Ça me permet de faire à chaque fois
un personnage White Scars plus un autre personnage un peu plus générique. Ouais, un petit sergent, un truc Voilà, comme ça, ouais. Je vais prendre un lieutenant, un capitaine même, et mettre la deuxième tête dessus. Ok. Donc ouais, ça fait partie un peu de ces chapitres oubliés entre guillemets commercialement, où si on veut avoir quelque chose qui sort du lot, va falloir jouer vachement la carte de l'accessoirisation. Mais du coup, bonne nouvelle, c'est pas très compliqué, quoi. Oui, bah moi je me base beaucoup sur des bits de Ouais. figurines chaotiques. Quoi? Bah, c'est des chasseurs, donc Mais Dédé, comment oses-tu? C'est pas possible. j'adore prendre des pics, par exemple, d'Edonides de Slanesh, Oh, d'Aves, et j'empile des crânes de Xenos dessus, par exemple. oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et c'est comme ça que j'ai fait mon capitaine en armure Phobos. Bah ouais, là j'ai tes figurines sous les yeux quand même, ça tue quoi. Tu nous as fait un petit capitaine basé sur la figue de Kevin Shrike. Donc pareil, tu lui as mis un peu d'accessoirisation typique, hein, voilà, le petit sabre, la petite peau de bête là, franchement Mm. ça le fait bien tout ça quoi. Il lui manquait la cape de camouflage. Ouais. Donc oui, bah n'hésitez pas. De toute façon, moi je dis la même chose à propos de tous les chapitres Space Marine, quoi. On a quand même la chance d'avoir une gamme en figurines, mais monstrueuse, qui cependant, certes, est un peu épurée, mais quoi de plus facile en 2024 de trouver des têtes, des épaules, des capes, des machins, des armes. Là, on est juste dans en gros, tu remplaces une pièce par une autre. Est-ce qu'on peut même pas vraiment parler de conversion quelque part? Mm. Moi, j'appelle ça de l'accessoirisation. Mais typiquement, bah, pour n'importe quel chapitre Space Marine, il faut en mettre partout, quoi. Après, évidemment, on peut parler de budget, tout ça. Avoir une armée un peu full custom, naturellement, ce n'est pas gratuit. Va falloir mettre la main à la pâte, hein, que ce soit en impression 3D ou en gamme alternative, ou si vous achetez vous-même vos STL pour les faire imprimer par un pote, ou que sais-je. Ça demande quand même un petit effort de temps, tout simplement, de temps, d'argent. Mais néanmoins, ça vaut le coup. Je pense que voilà, quand on fait une armée SM, elle a vocation à nous suivre, allez, au bas mot, une dizaine d'années. Bon, les White Scars, clairement, on va avoir envie de les custom un maximum, quoi, de mettre des petits faucons, enfin, il y a tout un tas d'idées, hein. Ne serait-ce que les armes, vraiment les armes, mettre des sabres à tout le monde. Ne serait-ce que ça tue, quoi, hein. Des Blade Guard sabrés. Mm. Ils auront bien une fière allure là-dessus, quoi. Au niveau de l'accessoirisation, il y a quand même deux choses à prendre en compte. C'est qu'il y a une deuxième entrée. Comme dans la plupart des factions, c'est le kit d'épaulettes que tu as pour chaque faction. C'est un budget, mais au moins t'as pas à mettre de décalco sur l'épaulette. Et ça, C'est vrai, oui, chouette. les petites épaulettes à 10 balles. Ah, mais j'en ai acheté pour des meubles d'Angel, comme tout le monde, je pense. Mais putain, t'as pas envie, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Mais, T'achètes ta boîte d'intercessors à 50 balles. Tu dis, ah, c'est cher. Ah ouais, mais faut les petites épaulettes qui vont avec. Allez, 10 €. Ah, j'ai envie de changer les têtes. Ok, Beats 3D, là. Oh, putain, c'est interminable. Bon, je pense que on a des options bien plus abordables désormais, hein. Bien sûr. Mais même quand tu regardes du côté de l'impression 3D, beaucoup de ce que tu vas trouver pour les White Scars est très influencé par le Japon. Ouais. Tu vas trouver beaucoup de bits pour faire des samouraïs de l'espace. Ouais, j'avoue, ouais, c'est très répandu ça. J'ai vu. Mais c'est pas les White Scars. en Bah fait. non, ouais, non, nous on veut des Mongols quoi. C'est ça. On veut des lances, des. Ouais, bon, ça se trouve quand même, j'en ai déjà vu moult fois, mais c'est vrai que ce délire des Space Marine Samouraï, bon. C'est très joli, mais c'est J'en ai pas les même vu White des Scars. custos, j'ai même vu des custos samouraïs il y a pas longtemps. Ah putain, bon, faut l'assumer quand même, hein. Oui, non, Faut l'assumer, complètement. le Bushido custo. Bon, du coup, du côté du modélisme, voilà, je pense que l'idée principale, c'est ça, hein, c'est l'accessoirisation. Est-ce que tu veux qu'on parle de liste d'armées ou pas? Ou t'as une liste à proposer, J'en une ai liste fun? une liste fun en White Scars, j'ai pas grand chose, on l'a vu tout à l'heure. De toute façon, ça va être jouer des motos et des unités un peu impactantes. Ouais. Après, de toute façon, la plupart des listes que j'ai pu voir, on en avait échangé tout à l'heure autour de ça, ça va être jouer des grosses unités qui tapent fort et d'autres
qui vont bloquer Ouais. les courses, bloquer les lignes de vue, bloquer les unités, pouvoir isoler certaines. C'est vraiment de la chasse, de toute façon. Tu vas isoler certaines unités des autres pour fondre dessus avec ce qui fera du dégât. Ouais, ça, ouais. Mais Bah, écoute, moi, je m'étais fait une petite liste White Scar, je peux vous en parler assez vite fait. Elle est très simple. C'est une armée full rapide, quasiment full embarquée. Donc, naturellement, je joue Corsaro Khan, qui va intégrer une escouade de 6 Blade Guards vétérans et qui seront embarqués dans un impulsor. On a un deuxième impulsor qui, lui, sera rempli de 5 petits assauts intercessors, donc tout à fait classique. Donc on a déjà ce corps de 2 impulseurs qui va vite, qui vont pouvoir charger avec des unités qui tapent fort quand même. Et donc ensuite, naturellement, j'ai 2 packs de motos, chacun mené par un chapelain. Donc 2 packs de 6 motos menés par un chapelain. On n'oublie pas que ces motos quand même ont une particularité, c'est qu'elles ont des armes jumelées. Et le chapelain va leur donner le Devastating Wounds. Donc tu vois, sur un malentendu, vu qu'on peut reroll les blesses, on peut très bien reroll tout ce qui n'est pas du 6. Dès lors qu'on va se mettre à shooter des trucs qui vont quand même avoir difficulté à mourir devant des bolters. Donc ça c'est tout à fait sympa. Donc 2 packs comme ça de grosses motos. Et chacun de ces packs va être suivi par un petit ATV. Et cet ATV, je le mets en dehors de l'unité. Parce qu'il a une règle spéciale, c'est que quand on cible une unité montée à 6 pouces de lui, il a un tir réactif gratuitement. Tu vois, c'est vicieux. Hein, ok, tu veux shooter mes motos? Bah ok, tu me donnes un petit tir de multifufu gratuit. Donc ces 2 ATV, bah, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, ils peuvent faire leur life, mais c'est des gardes du corps assez sympas pour vos motos. Et ensuite, bah, j'ai du châssis. Donc j'ai 2 châssis Gladiator, un Lancer, un Reaper, anti-char, anti-infanterie, très bien. Et petite originalité de la liste, c'est que j'ai 2 Storm Speeder, donc le Hail Strike et le Thunder Strike. Et ça pourquoi? Parce que là on est sur une armée full bolter quasiment. Il y a quelques Gatling, mais en gros tout va être bolter. Et bien grâce à ces Storm Speeder, vos bolters, ça peut potentiellement devenir du cauchemar. Parce qu'il y a un de ces Storm Speeder qui va enlever le En fait, ils vont faire du ciblage, ces Storm Speeder. Donc il y en a un, quand il cible, il enlève le couvert pour tout le reste de l'armée. C'est-à-dire que cette unité que vous ciblez, elle n'a plus le couvert. Et l'autre, le Thunder Strike, en dehors de tir anti-char déjà quand même, qui force le respect, eh bien lui, il va vous donner un +1 bless. Donc tous vos petits bolters là, ils vont tirer avec du +1 bless. Donc ces 2 Storm Speeder, ils sont très bons pour synergiser avec vos packs de motos. Et bon, côté présentation, il y a eu le choix en fait de jouer le même type de châssis. Parce que les 2 impulsors et les 2 gladiators, ce sont des châssis de même taille. Ils ont la même ossature, donc je me suis dit sur table, mais ça fait beau tout simplement de n'avoir rien qui dénote. Et oui, et pour finir, j'ai un capitaine avec Jump Pack qui va leader les petits nouveaux, les 10 intercessors d'assaut avec Jump Pack. Donc voilà, full mobile, et je pense full fun, hein. Des motos partout, des impulsors partout, des trucs qui chargent, des trucs qui tirent, et des bolters qui potentiellement en fait pourront connaître un petit cumul de règles, c'est-à-dire le Devawound du chapelain, l'absence de couvert, le +1 bless donné par les Storm Speeder. Voilà, exemple de liste Wildcard, telle que moi, du moins, je pense, j'aurais envie de la jouer. Moi, je te la piquerai. Ouais, il y a du boulot, hein, quand même. Il y a quand même pas mal de trucs. En fait, il y a que des trucs pas chers. Tu vois, les motos, c'est pas cher, les gladiators, c'est pas cher. Donc ça fait quand même de la figue hein, pour une liste à 2000. Et naturellement, j'ai mis les petites améliorations qu'il fallait à tous mes petits gars. Par exemple, le capitaine à Jump Pack, je lui ai mis l'amélioration qui lui permet de reroll ses jets d'advance. Hein. Naturellement. Donc là, idem sur les améliorations, on n'est que sur des trucs pas très chers en points. Bon bah écoute, je pense qu'on a fini côté gameplay DD. On a parlé modélisme. Bah on va finir par le gros morceau. Hein. Les gars, va falloir peindre du blanc. Peindre du blanc, bon, voilà. Donc c'est pas pareil que repeindre le mur de ces chiottes. Peindre des figurines en blanc, c'est quand même une certaine technique, un certain savoir-faire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, j'ai beaucoup itéré, moi, sur les façons de peindre le blanc, et je pense qu'une erreur que l'on fait quand on veut se faire une armée de White Scars, ou une armée blanche en général, c'est d'essayer d'avoir des figurines toutes blanches. Ouais. Parce qu'en fait, on a l'impression que ça a juste été sous-couché avec un petit peu de réhaut de couleur sur les épaulettes, par exemple.
Et c'est pas forcément ce qui rend bien sur une table. Pour ma part, elles sont peintes sur une grosse base de zénithal, plein de zénithal à l'aéro, pour faire quelque chose d'assez sombre. Mes figurines, on les lit comme du blanc, et pour autant, quand on regarde attentivement, il n'y a pratiquement pas de blanc dessus. Ouais, Elles c'est sont- gris, quoi. C'est gris foncé. C'est vrai que là, j'ai des Terminator en ligne de vue, là, les Terminator de loin, ils pop grave en blanc, mais on voit que la couleur de base, ce n'en est pas. Oui, c'est du gris anthracite, c'est du gris foncé. Ils sont pratiquement couleur ardoise, avec juste la tête et les épaulettes qui sont blancs, le dessus des bras, et c'est tout. Et comme ça, il faut faire attention à la façon dont on va lire la figurine, qu'on va Ouais. lire la couleur, puisque en fin de compte, la couleur, elle va vraiment être vue par les réaux. Et il faut vraiment avoir un réau clair pour avoir quelque chose de blanc. Et là, pour le coup, on n'a pas l'impression d'avoir une figurine qui sort déjà de l'usine de la Startess, Ouais. comme c'est le cas dans toutes les photos officielles de White Scars. Mhm. C'est un blanc qui est magnifique. Ouais, ça sort de la douche, quoi. Hein. Et moi, ça me parle pas. Ça me manque du côté grimdark. De toute manière, c'est le conseil que je donne souvent concernant les armées à dominante vive, comme les Imperial Fist. Les couleurs les plus vives, on va quand même avoir envie de les salir pour éviter justement cet aspect joué, cet aspect figurine fabriquée en Chine. Voilà. On a envie de quelque chose d'un peu plus sale, et on peut se le permettre, parce que là, on a des beaux aplats de couleurs très claires. Donc rajouter quoi? De la boue, hein, de la poussière, Moi, c'est là-dessus que je partirais. Et j'ai même fait une figurine de test Ouais. que je t'ai offerte tout à l'heure. Ah, c'est un cadeau? C'est pour toi, tu peux la garder. Il y a ton nom dessus, donc qu'est-ce que tu Oh veux? l'autre, mais non, mais je pensais que c'était pour le LOL, moi, je Non, pensais non, pas que c'est c'était pour pour... toi. Oh là là, mais quel amour. C'est un socle de 4 cm, ça te fera un objectif au pire. Voilà, et je suis parti d'une illustration qu'il y a dans le Codex des White Scars où il y a une figurine, c'est pas une figurine, c'est un Astartes qui est dessiné. Ouais. Avec quelque chose de très lourd au niveau du withering. Il est dans des teintes marron rose en fin de compte, très très grimdark, et je me suis inspiré de ça pour faire la figurine. Donc pour cette figurine de test, je suis parti d'un marron très foncé que j'ai peint intégralement sur l'armure. En gamme Citadel, c'est du Mournfang. Montfort Brown, ouais. Voilà, que Mournfang Brown. j'assombrirais même un petit peu avec du noir pour avoir vraiment le marron le plus foncé possible. Il y a le Rhinox Hide qui est le marron le plus foncé chez Games. peut-être. Puis moi j'utilise ça souvent pour faire mes cuirs par exemple. Donc voilà, tu pars sur un Rhinoxide à ce moment-là, tu peins intégralement ton armure, Ouais. et ensuite tu viens, ça pourrait être fait en brossage d'ailleurs, avec ces couleurs-là, tu utilises quelque chose d'un peu plus clair. Si tu es parti sur une base de Rhinoxide, tu pars sur du Mournfang, Ouais. et tu peins vraiment sur le dessus, en venant vraiment déposer la lumière pour avoir de plus en plus les volumes qui se dessinent avec un marron un peu plus vif. Ouais. Ou pinceau ou aéro, les deux en fait. Moi je l'ai fait au pinceau, mais Ouais. après si j'ai une armée entière à faire, je le ferai à l'aéro. Ouais. Ensuite, toujours sur un zénithal, mais toujours de plus en plus fin, on assombrit un petit peu, on éclaircit un petit peu en teintant avec un marron rouge. Enfin, Donc tu vas vers l'ocre quoi. c'est ça. Là, ça serait une couleur un peu bordeaux. Ça serait du Blood Angel Red. Ouais, Mephiston Red. Voilà, mais Corn Red. qui va venir en fait avec donner un petit peu de teinte de couleur sur le marron. Et continuer à l'éclaircir avec plein de couleurs en succession. Mhm. Après, j'utiliserai du Bugsman Glow. Ouais. C'est une teinte de... Là, on arrive dans des couleurs de peau. Ouais, c'est couleur chair, ouais. C'est un peu plus rouge que de la chair, mais c'est une bonne base. Et ensuite, on continue à éclaircir avec un Flayed One Flesh, Oui, ça, toujours de j'utilise plus souvent, en plus fin. Et là, on est vraiment sur des couleurs côté peau. Et on se retrouve avec le brun qui va devenir de moins en moins... de plus en plus tiré vers le blanc, mais toujours sur des teintes un peu rosées. Ouais. Et là, on va arriver après on va commencer à refroidir un petit peu la couleur pour que ça pop un peu plus. On va commencer à refroidir avec un Ultran Grey par exemple. Donc là, on va commencer à mettre un blanc assez froid. Ouais, que j'utilise beaucoup aussi. Tire un peu vers le bleu. Ouais, c'est bleu, hein, c'est bleu là, très on va très clair. vraiment tirer la couleur de l'autre côté et terminer avec des réaux de blanc. Donc toi, là, parce que là, moi, j'allais te demander finalement la question, est-ce qu'on fait un blanc chaud ou un blanc froid? Bah toi, tu choisis un mélange des deux. T'es chaud dans l'ombre et froid dans la lumière. C'est ça. En fait, vraiment avoir un côté... c'est vrai que mon armée est peinte... Au début, je les imaginais de nuit.
pratiquement. Ouais. Donc assez dans les ombres et avec un éclairage sur le dessus. La première que j'ai faite, c'était mon capitaine en armure Phobos, et je le voyais limite dessiné dans un rond de projecteur, tu sais. Oui, oui, Parce qu'il est ouais. derrière les lignes ennemies, c'est là qu'on pourrait le voir, et donc remettre un peu de couleur sur une figurine nocturne, en fait, un peu de lumière sur une figurine nocturne. Et au final, j'ai peint tout le reste de mon armée comme Comme ça. ça, ouais. Et c'est vraiment le côté clair-obscur qui va faire ressortir. Mais c'est un peu trop froid à mon goût. Donc là, ouais, et là, du coup, tu recommences. Tu refais des... Mais j'ai envie d'assombrir plutôt que d'avoir de la pénombre, Ouais, peut-être la pénombre un peu nuit, crépuscule. J'ai envie d'avoir plutôt un côté rouille. ouais, voilà, en base marron, quoi. Base C'est marron. ça. Ouais, bah, écoute, de toute façon, il y a 36 manières de faire hein, à peindre du blanc. Moi, je pense que voilà, le choix principal, c'est ça. Est-ce que vous voulez du blanc chaud ou du blanc froid? Voilà, je pense que le blanc froid, en vrai, est plus facile à faire. Parce que moi, j'ai déjà essayé, donc, par exemple, voilà, quand tu pars un apothicaire, etc. Là, les gars, enfin, du moins, si vous avez un aéro, c'est très très simple. Base grise, zénithale de blanc, une petite huile noire pour faire tous les creux et basta. C'est fini. Ensuite, vous faites quelques arêtes au blanc pur. Il y a même des références. Je crois que c'est chez Valero Model Color où vous avez un Arctic White. Ça veut dire que c'est plus blanc que blanc. C'est un blanc, mais couleur, tu vois, qui fait un peu glace, quoi. Ça peut être intéressant aussi de, voilà. Mais en gros, il y a un choix à faire entre blanc chaud ou blanc froid. Bah là, Dédé vous a proposé un mélange des deux. Cependant, c'est une recette quand même assez costaud. Hein. Si on se tape 2000 points à peindre, là, les gars, va falloir l'assumer. Qu'est-ce que tu penserais, par exemple, d'une figurine basée en marron, zénithale de blanc, et par-dessus, on met quelque chose bah, un peu, en fait, ce serait quelque part de la technique des swings. D'avoir une armure quasi blanche, mais avec un ton vraiment chaud, quoi, tu vois. Oui, le côté un petit peu os. Je suis pas sûr que ça fonctionne en vrai, quoi. Oui, c'est ce qu'on trouve un petit peu chez les Tom Keepers, par Ouais. exemple. Oui, ouais, exact, Ce ouais. genre de Ouais. teinte-là. Ça pourrait bien fonctionner. Après, Ouais. les White Scars sont souvent derrière les lignes ennemies. Pour moi, il faut qu'ils soient usés. Ouais, il faut ouais. du Grimdark, il faut tout ça. Bah, c'est vrai que toi, ta méthode là pour ça, pour faire du grimdark, elle est assez cool parce que là, on parle d'un travail au pinceau qui est quand même difficile. On parle un peu de glacis, etc. Mais en vrai, c'est assez permissif. Parce que si vous n'avez pas la technique pour faire du glacis de fou furieux, moi je vous dis, j'ai fait une fois une armure en blanc chaud. C'est mon prêtre sanguinien qui est là-bas. Je me suis cassé les dents. Hein. Et, là, moi, mon objectif c'était d'être propre. Bah, quand on part d'une base marron pour arriver jusqu'au blanc, au pinceau, être propre. Là, c'est Golden Demon, mon gars. Hein. C'est chaud. Et donc, moi, j'en ai super chié. Mais en vrai, même si vous n'êtes pas très propre, bah, finalement, ça donnera ce caractère usé à l'armure, quoi. Ben, c'est justement comme ça que je le fais. Ouais, voilà, ouais. Moi, c'est pas du glacis que je fais. Ouais, Je charge bien mon pinceau et limite je le tapote. tu sur la tartines. figurine. Ouais, c'est ça, ouais. Tu fais du. Je fais des couches. Si je veux que ma figurine soit croûteuse, ben, je mets des croûtes de peinture en Ouais, fait. ouais. Et donc c'est du stippling à deux mains. Tu prends ton pinceau, tu tapes fort sur ta figurine. Ouais. Après, l'idéal c'est quand même de connaître les bases de la volumétrie, savoir comment se pose la Placer lumière. des lumières, oui, bien Oui, sûr. ouais, Ouais. sur un cylindre pour les jambes, sur un cône, sur une sphère pour Ouais. les genouillères et les épaules. Et à partir du moment où tu fais Alors, ça, on est bah, tous passés par là, hein, à regarder des photos de cylindres en métal, putain. bah, tu pars de ça et tu places tes lumières sur des zones de plus en plus réduites avec ça. Et limite du brossage, en brossant toujours Bah, du haut vers le bas. Ouais, Je et pense qu'on pourra pourquoi avoir un pas bon résultat. le tapotage aussi à l'éponge là. Ça pourrait très bien Sur marcher. ta base marron, tu tapotes jusqu'à arriver dans le clair. À mon avis, ça rendra super aussi, quoi. Donc évidemment, l'usage d'huile peut être également conseillé si vraiment vous cherchez quelque chose de cracra et de rapide hein, également. En vrai, tout est possible, quoi. Peindre du blanc. Donc faut choisir votre base, soit une base grise pour avoir un blanc froid. Mais cette froideur de votre blanc, bah, vous pourrez la compenser ensuite par exemple les salissures généralement on va choisir en marron, hein, je pense, ou soit la base marron, pour avoir un blanc chaud, cracra aussi, mais que vous allez relever avec un petit peu plus de froideur dans les hautes lumières, comme Dédé vous a expliqué avec l'Ultuan Grey et le White. Le White Scar d'ailleurs.
Oui, c'est une couleur. Après, moi, c'est vrai que j'ai utilisé plutôt du AK. Toi, t'es chez AK, ouais. C'est du off-white, c'est un blanc, c'est pas le plus lumineux des blancs, mais c'est pas loin. Je crois que c'est le deuxième plus clair ou troisième plus clair, donc là on est vraiment sur quelque chose de presque entièrement blanc. Ouais. J'évite d'utiliser du blanc vraiment pur, sauf si j'ai envie de faire un lining. Ouais, bien sûr. Ouais, Mais voilà. Mais la figurine d'ailleurs que j'ai, je mettrai les photos sur ton Discord. Les gens sont Ouais, obligés bah, de s'inscrire pour venir. on va... c'est Oui, parfait. bah oui, il faut venir sur le Discord. Hein, Et voilà, et donc je n'ai pas fait d'ombrage. Elle est peinte uniquement avec des couches de base et Ouais. j'ai fait un lining après. J'ai pas passé d'encre. T'es pas allé dans les creux, ouais. Voilà, j'ai Bah, pas eu je besoin t'avoue. en fait. Non, ouais, bah non, ouais, pour Donc l'avoir... c'était assez rapide pour le Pour coup. l'avoir eu sous les yeux, non, t'avais pas besoin de ça. Est-ce qu'on peut appeler ça également le talent? Je pense, hein. Ouais, J'y passe beaucoup de temps après le talent. Oui, hein, je pense que j'ai de l'expérience dans le blanc maintenant. ouais, plus blanc que blanc. Mm. Et donc, bah, tu redémarres un petit projet Wild Scars, du coup, en suivant cette nouvelle recette. Oui, bah on verra après Curse City et puis après la AOS, V4 d'AOS. Mais Bubble. oui, j'ai bien envie de me faire une nouvelle armée White Scars. Ouais. Donc je vais voir sur quoi je vais partir et j'ai envie d'écrire. Ce sera un projet Brushido. Il y aura du lore, il y aura de la conversion, il y aura une histoire, il y aura même une campagne pour ma part. Oh! Ah, bah là, c'est la voie du Brushido comme on l'aime, c'est-à-dire full option, salade, tomate, oignon, modélisme, peinture, lore, narrative, gameplay, blablabla. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime sur Rural Hammer, bien sûr. Bien, qu'en penses-tu? Je pense qu'on a largement tartiné le sujet, on n'a rien oublié? Alors ça, je ne sais pas. C'est toi quel conducteur? Ouais, si on peut appeler ça comme ça. Non. Bon, bah non, j'avais fini par dire le blanc, big deal. Ouais, le blanc, c'est un big deal. Mais en tout cas, peindre une armée en blanc, c'est forcément intéressant, en fait, quoi. C'est forcément intéressant. Ça peut être un défi de propreté, mais en vrai, si vous n'en êtes pas là, bah, ça peut être un défi de saleté également. Donc, en fait, tout est possible. Le blanc, ça fait peur. C'est un peu comme les armées toutes jaunes. Mais en vérité, avec de la technique intelligente, on va dire, c'est-à-dire ne pas aller au-delà de son niveau, etc. Bien utiliser ses outils. Je pense que c'est quelque chose qui peut aller quand même relativement vite. Moi, les quelques figurines en blanc que j'ai peintes, j'ai été assez surpris finalement par l'efficacité du truc. Je pensais vraiment me casser la gueule sur ces figurines-là et ça s'est très bien passé. Bon bah écoute Dédé, on va aller prendre l'apéro. Ça me va. Je pense qu'on est allé en long et en large sur ta faction de cœur et tu nous en as vraiment très bien parlé. Du côté lore, c'était vraiment bien touffu et à vrai dire, je pense que j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que c'est votre cas aussi, mes très chers auditeurs. Eh bien Dédé, je te dis un grand merci Je t'en prie. pour ton intervention chirurgicale, pour ton attaque de flanc rude et rapide. Eh bien, on se dit un de ces quatre, pourquoi pas, pour une prochaine émission, un futur Faction Focus. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire? Est-ce que tu as quelqu'un sur les réseaux à encourager, un peintre que tu aimes bien, un créateur de contenu ou je sais pas quoi? Il y a Rural Hammer. Non, ben j'aime non, beaucoup. non, ça c'est Ah, ça, j'ai censuré. pas le droit. Non. Oh là là. Non, Pas bah, d'auto-promotion. non, moi après, il y en a plein. J'adore les peintres qui ont un style propre. Ouais. J'en vois de plus en plus. Et il faudrait que je trouve le mien de style à l'occasion. C'est ça qui- Ah ouais, find your own style. Et moi, je trouve que tu en as un de style. Quand je vois tes White Scars, là, que ce soit les petites conversions de bon goût ou le schéma, c'est particulier. Je ne vois pas ça tous les jours. Je pense, de toute façon, des White Scars, on n'en voit pas tous les jours, on va pas se mentir. C'est pas une armée très jouée non plus. Hein. Donc, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Je ne connais qu'un seul joueur. En 30 ans de hobby, ça. C'est un peu léger, quoi. Bon, bah. Tu as dit tout ce que tu avais à dire? C'est ça, je voulais juste rajouter que le blanc c'est salissant, donc quand vous le peignez, salissez-le. Voilà, voilà. C'est le conseil le plus cohérent que l'on puisse donner à propos du blanc. Salissez-le. Bon bah les gars, on vous retrouve pour une prochaine fois. Portez-vous bien, bonne peinture, bonne lecture. À plus tard sur Rural Hammer. Ciao! Salut!